Calreco. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes les bienvenus, comme d'habitude sur Calreco. Nous voici dans l'espace, en lévitation au-dessus de notre magnifique planète pour une petite intro à ce nouveau format sur Calreco qui est un format vidéo, oui. Un petit topo rapido pour ceux qui débarquent. Calreco est un personnage qui vit dans le futur et j'écris son histoire. Mais pour cela, j'ai besoin d'inspiration, alors je pars à la rencontre de personnalités qui m'intéressent, qui m'interpellent. Et aujourd'hui, c'est avec Tony de la chaîne YouTube Mysteria que nous avons rendez-vous pour un entretien. Et une fois n'est pas coutume, c'est en visio, et donc à distance, qu'il a été réalisé. C'est une première pour Calreco, et si cela s'avère concluant, peut-être recommencerons-nous. Alors c'est un peu moins confort pour moi parce que l'interview en direct ne me permet pas de prendre le temps de développer précisément ma pensée autour des sujets que nous abordons avec notre invité. Mais je crois que c'est pas mal, c'est plus spontané, c'est plus simple et de toute façon c'est le jeu, hein. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce format vous plaît et si c'est le cas, peut-être renouvellerons-nous l'expérience. Par ailleurs, j'ai quelques excuses à faire à tous ceux qui attendaient avec impatience la diffusion de l'entretien avec Jacques Mabi. Et je suis au regret de vous dire que j'ai bien merdé, bien comme il faut, parce que le contenu de l'enregistrement a été effacé. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas comment. En tout cas, je suis extrêmement déçu de ne pas pouvoir vous proposer ce chouette moment d'échange. Mais comme Jacques me l'a dit, si cela est, c'est que cela devait être. Enfin, plus précisément, si cela n'est pas, c'est que cela ne devait pas être. Donc voilà, je vous laisse donc en compagnie de Tony et de moi-même. Sachez que cet entretien a duré 2h30 et que j'en réserve une petite partie pour Patreon, parce que 2h30 sur YouTube, c'est long. Mais il y aura déjà de quoi faire, hein, je vous le garantis. Allez, trêve de bavardage, on y va. Eh bien, salut Tony, merci. Salut Yannick. Merci d'avoir accepté l'entretien avec Calreco, ça me fait très plaisir. Merci à toi de m'avoir invité surtout. Et pour plein de raisons, ça me fait plaisir parce que, déjà d'une part, je suis ta chaîne depuis un bon moment, Mysteria, avec beaucoup d'intérêt, parce que les sujets déjà m'intéressent beaucoup, hein, que ce soit l'ésotérisme, la spiritualité, l'hermétisme, c'est vraiment des sujets très intéressants. Je trouve que tu en parles très bien. Merci. Je trouve aussi que ton positionnement, qui me fait penser à un concept hermétique dont tu parles sur ta chaîne, qui est un peu la voie du milieu, tu vois. C'est ça. Essayer de trouver la justesse entre les opposés, voilà, l'équilibre. C'est ça. C'est quelque chose qui est important, je trouve, et que j'essaye de faire. Alors, pas de la même manière, mais le fil conducteur de Calreco, c'est d'essayer d'apporter un peu de spiritualité, de spiritualisme, plutôt dans le matérialisme dans lequel nous vivons, parce que notre société, tu n'es pas sans le savoir, est très très matérialiste, et je trouve que c'est bien dommage. Oui, un petit peu, c'est vrai. Et voilà. Et ce que j'essaye de faire, en tout cas sur Calreco, c'est de parler alors pas de spiritualité, mais d'idéalisme au sens philosophique du terme, de spiritualisme, et d'apporter des sujets un peu pour faire l'équilibre. Alors je ne prétends pas faire l'équilibre avec Calreco, mais en tout cas ça m'intéresse beaucoup de trouver cet équilibre entre ces deux opposés, le yin, le yang, le matérialisme et le spiritualisme. Donc du coup, effectivement, les sujets que tu évoques sur ta chaîne sont plutôt raccord avec ceux que j'aime bien évoquer aussi. Et puis troisième raison, parmi toutes ces raisons, il y a le fait que tu t'intéresses beaucoup à la chose publique. J'ai cru le comprendre à travers pas mal de tes vidéos. En tout cas, tu as une vision du capitalisme un peu critique. Oui. Et donc,
Et donc, ça m'intéressait d'en parler avec toi parce que c'est aussi mon cas. Et puis, j'ai suivi avec attention ta chaîne Néocosmo que tu n'alimentes plus. Et je trouve ça bien dommage. Parce que c'était vraiment super. Et donc voilà, je voulais t'avoir en entretien pour parler de tout ça, parce que ce sont des sujets qui m'intéressent. Et voilà. Eh bien moi, ça tombe bien parce que j'aime bien en parler de ces sujets. Tant mieux. Donc je pense qu'on va faire un bon binôme pour les 3 heures qui viennent. Ça marche. Alors, on commence par le début, juste ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à ces sujets, justement est-ce que ce sont tes études? Et puis, comment tu es venu sur YouTube pour parler de tout ça? Alors, ce qui m'a emmené sur le sujet, non, c'est pas du tout mes études. Moi, j'ai étudié à Strasbourg, j'ai étudié la vidéo. J'ai fait une école de montage, de réalisation et d'effets spéciaux, une formation en 2 ans. Non, pas du tout. En fait, j'ai découvert ça, j'ai envie de dire par hasard, hein, si tant est que le hasard est bien ce qu'on croit qu'il est. Je crois que ça doit être 2015, quelque chose comme ça. J'ai un pote qui m'envoie un documentaire on ne peut plus renommé qui s'appelle La révélation des pyramides. De là, comme c'est un documentaire très clivant, c'est soit tu rigoles et tu dis mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, soit tu dis waouh mon Dieu, il y a des choses cachées qui existent, partons à la découverte de toutes ces révélations. Et moi j'ai pris cette voie-là parce que j'y connaissais rien, parce que, et encore une fois, avant ça moi j'étais absolument pas du tout dans un truc spirituel, j'avais jamais lu le moindre bouquin sur la spiritualité. Je connaissais vraiment rien de tout ça. J'étais vraiment extrêmement étranger à ça. J'étais purement matérialiste. J'avais vraiment aucune idée de tout ça. Et en fait, ce documentaire m'a un petit peu fait une petite onde de choc. Et du coup, en regardant après des interviews de Patrice Pouillard, de Jacques Grimaud, etc., je les entendais parler d'alchimie, je les entendais parler d'hermétisme, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Je sais pas, les noms me disent quelque chose, mais je connais pas, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Et puis, faut savoir que ce documentaire, il est arrivé sur un moment de ma vie où j'étais un peu dans une démarche d'élévation un peu intellectuelle et spirituelle. Tu vois, j'avais envie je sais pas, curieusement, j'avais pris conscience un jour que j'étais un peu con par rapport à des potes à moi qui étaient vachement plus intelligents. Je me sentais un petit peu con, tu vois, j'ai pas trop de connaissances et tout. Je me suis dit, tiens, je vais faire des efforts, quoi. Je vais me sortir les doigts et puis je vais lire des bouquins, je vais regarder des gens intelligents parler, je vais regarder des petites conférences et tout j'avais envie, tu vois, de m'élever un petit peu. J'étais dans cette phase-là et du coup le documentaire est arrivé à ce moment-là. Et donc j'entendais souvent les réals dire que il fallait chercher soi-même, il fallait faire ses propres recherches, etc. Alors je m'y suis mis, j'avais beaucoup de temps à l'époque, j'étais freelance, je gagnais correctement ma vie, j'avais beaucoup de temps libre. Et comme je suis quelqu'un de très passionné, je suis parti à fond là-dedans. Je suis parti dans l'alchimie, dans l'hermétisme, dans tous ces trucs-là. J'y connaissais rien du tout, mais ça me paraissait fluide, ça me paraissait limpide. Quand je lisais, je retenais immédiatement ce que je disais, je comprenais plein de choses. Enfin, c'était une espèce de, tu sais, quand t'es un peu dans la lumière comme ça, quand tu sais que le sujet il est fait pour toi, quand tout va bien, quand tu comprends, etc., quand tu retiens. Et donc c'est comme ça que j'ai mis un petit peu le nez dans ces sujets. Et en parallèle, il y avait évidemment un petit peu l'archéologie alternative dont on parlera dans cet entretien, j'imagine. Mais ça, j'en me suis un peu sorti. J'expliquerai après pourquoi, parce que ça va être long. Mais voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans ces sujets. Et j'ai fait un petit chemin. Alors après, j'avais quand même envie, tu vois, au fond, d'avoir un peu d'esprit critique. C'est-à-dire que bon, quand j'ai démarré, j'étais un petit peu chien fou. C'est-à-dire que je prenais un peu tout ce qui tombait sur Internet, sur Facebook. Je prenais un peu tout ce que je sais pas, quand j'écoutais un Graham Hancock, etc., je prenais tout pour argent comptant. Mais au final, au fond de moi, j'avais quand même un peu l'esprit critique de chercher de comprendre les choses. Donc, si tu veux, j'ai un parcours qui est un peu particulier parce que je pars vraiment de très loin. J'étais à fond dans le New Age au début. J'étais beaucoup dans des expériences de médiumnité. J'étais en Bretagne à l'époque, donc je passais mon temps à faire des câlins aux menhirs à Carnac, etc. Enfin, j'étais très très branché New Age. Et avec une petite dose d'esprit critique, avec le temps, j'ai fini par être un petit peu, on va dire, un peu moins dans les croyances et un peu plus dans l'aspect historique et philosophique des choses. Tu vois, typiquement l'hermétisme, c'est un sujet, voilà, aujourd'hui dans le New Age, il a été repris, il a été transformé, on dit plein de choses à propos de l'hermétisme. Et en réalité, personne n'a lu les vrais textes d'Hermès Trismégiste, de tous ceux qui en parlent de l'hermétisme. Mais en fait, quand tu vas les lire, tu te rends compte que c'est absolument pas ce qu'on te raconte aujourd'hui. Donc voilà, à mesure que j'avançais dans le temps, j'ai mis un petit peu de sérieux dans mes recherches et dans mon travail pour essayer de livrer sur Mysteria quelque chose d'assez propre d'un point de vue information. Et ça se voit, je pense aussi dans l'évolution des vidéos. Je pense que dans le fond des vidéos, quand tu regardes ce qui est sorti en 2018-2019, c'est beaucoup moins sérieux, beaucoup moins sourcé que ce qui sort aujourd'hui.
Après, je fais beaucoup moins de vues aujourd'hui qu'avant. Il y a peut-être aussi un lien. Faudra se poser la question. Mais Après, ça se voit sur ta façon de présenter les choses. T'es très rationnel, enfin, dans ton approche. Même si tu abordes des sujets qui ne le sont pas. Et je trouve que c'est bien, en fait, parce que ça donne beaucoup de crédibilité à tes sujets, en fait. oui, alors après, j'ai perdu en spiritualité. C'est un drôle de truc de. Il y a une époque où j'avais aucune notion de spiritualité. Je savais même pas ce que c'était. J'étais très matérialiste. Je regardais la téléhoche, tu vois. J'étais vraiment rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui. Mais il y a un moment donné, quand je suis parti dans ce truc un peu New Age, j'ai parti à fond, très très spirituel, une espèce de légèreté dans la vie, etc. Et depuis que j'ai voulu un petit peu mettre du sérieux dans mes recherches, de comprendre ce que c'était historiquement l'alchimie, ce que c'était historiquement l'hermétisme, etc. Ben, j'ai vachement perdu en spiritualité. C'est un peu comme si dans ma tête, matérialité et spiritualité étaient pas compatibles et que j'avais un curseur qui balançait d'un côté et de l'autre. Donc, mais oui, aujourd'hui, voilà, j'essaie d'être un petit peu plus historique dans les recherches. J'essaie comme de distiller un petit peu de spiritualité à l'intérieur parce que l'hermétisme, c'est un truc mystique. Donc, on parle, dans le fond, on parle de spiritualité. Donc, j'essaie d'être historique et puis à la fois toujours dans l'équilibre, c'est-à-dire être un petit peu historique et en même temps diffuser toujours un petit peu de spiritualité, un peu de philosophie. J'aime bien l'adage, je sais pas où j'ai entendu d'ailleurs ce truc, je sais pas de qui il est. Je crois que je le dis à un moment donné dans une de mes vidéos, ce que j'aime faire sur la chaîne, c'est divertir, instruire, questionner. C'est les 3 piliers pour moi que doivent respecter un média qui traite d'un sujet. Divertir, voilà, en faisant un petit peu des blagues, on met des lumières, on fait des belles images, on fait des trucs sympas. Instruire, évidemment, en apportant des informations historiques, sourcées et sérieuses, comme j'essaie de le faire. Questionner, justement, en mettant une petite dose de spiritualité, de philosophie dans mes vidéos, ce qui permettra aux gens qui ont envie de se mettre sur un chemin ou qui sont déjà sur un chemin, de se poser des questions et d'aller plus loin qu'une simple vidéo que je peux faire en se documentant sur plein de sujets, quoi. Ouais, puis la spiritualité, c'est quelque chose c'est comme tout, c'est quelque chose qui évolue. Moi, je suis parti dans le sens inverse, c'est-à-dire que j'étais plutôt très intéressé par tout ça étant jeune. Ensuite, j'ai fait une psychanalyse qui m'a ramené à une vie très concrète, à un matérialisme exacerbé presque qui m'a fait peur aussi à un moment donné. Et puis je suis revenu avec un bouquin d'Eckhart Tolle qui s'appelle Le pouvoir du moment présent et qui est très simple et qui parle pas de choses folles, hein, qui parle juste d'une chose, c'est-à-dire être dans l'instant présent, à quelque chose de très spirituel. Et puis qui m'a amené ensuite à faire des expériences parce que je trouve que l'expérience directe c'est la meilleure chose à faire et que c'est ça qui fait que tu peux te faire une vraie idée des choses, quoi. Complètement, dans ces milieux-là, c'est ce que je dis toujours, c'est la spiritualité, l'ésotérisme, l'occultisme, etc. C'est pas quelque chose qui se raconte, c'est quelque chose qui se vit. Je peux pas expliquer ce que va faire un rituel dans une vidéo YouTube. Si vous voulez comprendre ce qui se passe pendant un rituel, ce qui se passe dans les tripes, ce qui se passe dans le cerveau, ce qui se passe d'un point de vue énergétique, il faut faire des rituels et pas il faut en faire un juste pour voir ce qui se passe. Non, il faut en faire beaucoup. Il faut s'entraîner, ça peut prendre du temps, mais il faut faire des rituels, il faut pratiquer. Je peux pas l'expliquer dans une vidéo, ça ressemblera à rien. C'est quelque chose qui se vit, effectivement, c'est quelque chose qui se raconte pas, quoi. Bah, écoute, je te propose qu'on parte du côté de l'égyptologie parce que on a abordé la révélation des pyramides rapidement là avec Patrice Pouillard et son compère de l'époque, je me rappelle plus, qui était un peu controversé. Comment il s'appelle déjà? Jacques Grimaud. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vu aussi la révélation des pyramides sur RMC, je crois, RMC ouais, télé. RMC Découverte, ouais. RMC Découverte. Comme toi, ça m'a fait un choc, en fait. J'ai envoyé à tous mes potes. J'aurais dit, putain, regarde, c'est fou ce truc. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, j'ai suivi Patrice Pouillard avec beaucoup d'intérêt. Je l'ai suivi sur BAM, sur les grottes de Barabar aussi récemment. Et puis, je suis allé d'ailleurs même voir un film au cinéma, une présentation qu'il faisait. C'était super. Mais justement, tu l'as interviewé, Patrice Pouillard, je crois, et je voulais te poser cette question parce que c'est assez décrié même. Alors la révélation des pyramides, je comprends tout à fait parce que Jacques Grimaud, je trouve qu'il est assez chelou, mais je trouve qu'il y avait des vraies belles choses dedans. Dans BAM, je trouve qu'ils le font avec sérieux quand même. Je trouve qu'il y a un vrai questionnement. Ils posent des questions et je trouve ça étonnant. Et dans Barabar également. Donc, je voulais connaître ton positionnement, toi, par rapport à ces films, peut-être aux 3. Et j'ai vu aussi que tu as
des collègues en fait youtubeurs comme Arcana et aussi comment ça s'appelle, Planet Raw. Ouais. Que je crois que tu connais bien, qui eux alors Arcana, j'avais vu une vidéo dans laquelle ils débunkaient BAM avec pas mal d'autres personnes et bon, ok. Ouais. Et Okay. puis j'ai suivi un petit peu Planète Rau et j'ai trouvé qu'il avait eu une évolution aussi partant de quelque chose de moins critique à quelque chose de plus rationnel et notamment concernant Graham Hancock et Patrice Pouillard. Moi, je voulais avoir ton avis par rapport à ces films et à ces questionnements qui sont quand même incroyables, quoi. Ouais, alors effectivement, Yann a eu un parcours effectivement comme tu le décris et c'est assez drôle parce que aujourd'hui, il est reconnu dans ce milieu comme étant un retourneur de veste. J'ai plein de monde qui me disent Yann, il a retourné sa veste et depuis que vous avez retourné vos vestes, etc. En fait, c'est pas ça. En fait, c'est que c'est son parcours est le sien et moi j'en ai un qui est à peu près similaire sur ces sujets. C'est juste qu'à un moment donné, on a voulu arrêter d'être dans des croyances et de répéter bêtement des concepts qu'on entendait et on essaie d'aller chercher plus loin. Pour revenir au début du truc, la révélation des pyramides, moi quand je l'ai découvert, je connaissais rien du tout. J'ai trouvé ça absolument fabuleux parce que le film est extrêmement bien fait, attention. Je crois que c'est un truc qui a été bricolé, etc. Mais il est quand même extrêmement bien fait. Le coup de l'enquête, le mec qui a des informations secrètes et tout, c'est formidable. Le truc t'embarque, quoi qu'il arrive, c'est pas pour rien. Il a marqué un peu son temps parce que qu'on soit contre ou qu'on soit pour, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je veux dire, c'est un truc qui a marqué quoi qu'il arrive. Moi, j'étais à fond dans ce truc-là. Quand j'ai démarré, j'ai regardé des tonnes de trucs, des vidéos, etc. J'ai fait mes recherches, comme on dit dans ces milieux-là. Mais pour de vrai, tu vois, vraiment, j'ai encore derrière moi, j'ai des classeurs remplis, j'ai fait tous les calculs que je pouvais faire, j'ai noté tous les sites, j'ai fait des tonnes de trucs. En réalité, après quelques années, je me suis aussi renseigné sur ce qu'en disaient les scientifiques, parce qu'en fait, ça fait sur certains sites, ça fait un siècle et demi qu'il y a des gens qui travaillent avec une rigueur scientifique permanente. Faut peut-être qu'on leur pose la question, plutôt que de faire des documentaires, on va peut-être voir ce qu'ils en pensent. Et en fait, avec le temps, aujourd'hui, j'arrive à le formuler parce que j'ai pris du recul avec tout ça. En fait, il y a un truc qui me plaît pas du tout dans l'archéologie alternative, c'est qu'on se contente de faire des effets un peu waouh. Tu vois, on s'interroge. Et comment ils ont pu faire ça? Et comment c'est possible? Avec des outils rudimentaires. Mais comment c'est incroyable? Mais c'est vraiment incroyable, etc. Et en fait, derrière, on n'apporte rien d'autre. C'est-à-dire que c'est beaucoup de waouh. On filme des gros cailloux et on dit waouh, comment ils ont pu faire à l'époque où ils n'avaient pas d'outils waouh. Et tu te rends compte qu'en fait, derrière, il n'y a aucune proposition D'ailleurs, on dit de l'archéologie alternative, c'est pas alternative tout, parce qu'on propose aucune alternative. C'est-à-dire qu'une fois que tu as passé un peu les effets dont on te filme des gros cailloux, on te fait des calculs, on montre que les points sont alignés, qui respectent le nombre d'or, etc. Ok, tout ça c'est cool. Et après donc du coup, ça veut dire quoi en fait? Et en fait, le problème, c'est que c'est beaucoup de... Dans l'absolu, tout. Alors, j'ai plus la révélation des pyramides en tête parce que c'était il y a longtemps, mais dans l'absolu, ce qui est montré dans les films, en soi, est juste. Les faits qui sont montrés. Je veux dire, effectivement, le fait que la grande pyramide de Khéops soit à 10 000 fois le nombre d'or en kilomètre de l'île de Pâques, par exemple, c'est vrai à 3 fois rien, à 1 kilomètre près, tu vois. Ok, ça c'est vrai. Mais en fait, le problème, c'est pas tant que ce soit vrai ou pas, le problème, c'est l'interprétation qu'on en fait. C'est-à-dire que si tu pars du principe que c'est le hasard, c'est le hasard et on s'arrête là. Si tu pars du principe que oui, mais il y a peut-être une civilisation, etc., c'est là que ça commence à partir dans l'archéologie alternative. Et finalement, quand tu regardes la révélation des pyramides, ce film est un résumé de tout ce qui se passe dans le monde alternatif aujourd'hui. On empile des effets waouh. Waouh, t'as vu? Et puis là, il y a un coin de mur à Ollantaytambo qui est le même qu'au Pérou, qui est le même que sur l'île de Pâques. Voilà. Et c'était démerde-toi avec ça. Après, les formes des pieds, là-bas, les pyramides aussi, quand tu les regardes depuis le ciel, celle de Gizeh serait placée comme la pyramide au Mexique du Soleil et de la Lune, comme des pyramides en Chine, et ça représente la constellation Orion. Point. Démerde-toi avec ça. Et en fait, il y a une espèce d'empilement comme ça, d'effets un peu... c'est vraiment incroyable, les murs se ressemblent, les pyramides sont les mêmes, etc. Alors déjà, en vrai, quand tu vas vérifier, tu te rends compte que c'est pas tout à fait ça. J'ai fait dans une vidéo juste pour le fun. J'avais comparé parce que c'était une illustration qu'on retrouvait très souvent sur Facebook. Je crois que c'est donc les pyramides, c'est le site de... comment il s'appelle ce site au Mexique? Là, j'ai été le visiter en plus. Avec la pyramide de la Lune, pyramide du Soleil. C'est les pyramides de... J'ai perdu le nom, peu importe. Quand tu les regardes vues du dessus, elles sont sensiblement positionnées de la même manière que celle de Gizeh. Puis on en trouve en Chine aussi, dans la province de Xi'an, qui est
positionné de la même manière, ça ressemblerait à Orion, etc. Donc tu vois ce genre de truc et en fait tu te rends compte que les gens y croient parce qu'ils voient passer ça et putain c'est incroyable, t'as vu, mais ça doit être une civilisation antérieure absolument très avancée qui a dû faire ça, etc. En vrai, quand tu prends le temps de faire ça, ça m'a pris un peu de temps de faire ça proprement, tu vois, tu te prends une matinée comme ça, tu prends 3 heures, et tu prends le temps de vérifier, putain, tu te rends compte, ça correspond, mais alors pas du tout, quoi, il y a aucune précision dans le truc, ça correspond absolument pas. C'est juste qu'à l'œil, comme ça, si je te mets 4 photos côte à côte, bon, bah, t'as l'impression que ça va être sensiblement le même truc. En vrai, ça y ressemble pas du tout. Donc, en fait, il y a ce truc que je trouve qui m'a gêné avec le temps, c'est que on passe beaucoup de temps à dire que c'est incroyable, que comment ils ont pu faire ça, etc. Et en fait, on propose rien derrière, il y a aucune. Mais tu sais, c'est pareil avec le film sur les grottes de Barabar. J'ai été le voir aussi parce que Patrice, avec le temps, est devenu, on va dire, un copain, une bonne connaissance. Dans le film de Les Caves de Barabar, c'est formidable le travail qu'il fait. Mais c'est quoi la conclusion en fait? Je comprends pas. C'est quoi le? Oui, d'accord, ok, c'est poli, c'est incroyable. En plus, il devait polir en hauteur sur les surfaces arrondies, ok. Effectivement, tu mesures au micromètre, etc. Enfin, il y a un tas, pas au micromètre, je sais plus comment il s'appelle son outil là, pour mesurer les surfaces. Rugosimètre. Le rugosimètre, exactement. Ok, une fois que tu as démontré que le surfaçage est incroyable, une fois que tu as démontré que l'acoustique est incroyable, etc., ben, on fait quoi? Du coup, on considère que quoi? On est d'accord là-dessus. Après, ça n'empêche pas les questions. Je veux dire, tu vois, par exemple, effectivement, alors, moi, je suis pas du tout un spécialiste, mais l'équateur penché, enfin, les sites alignés sur le globe, effectivement, le nombre d'or, il y a quand même beaucoup d'éléments qui posent question. En fait, ça pose juste question et peut-être, moi, je me dis, en tout cas, je laisse ouvert, j'ai pas du tout de point de vue là-dessus, mais je me dis que, effectivement, que les réponses c'est peut-être difficile de les avoir parce que ça fait peut-être appel à des connaissances qu'on n'a plus ou qu'on n'a pas ou voilà. Oui, mais alors là, je trouve que c'est justement là où est le problème, c'est que l'archéologie alternative se contente de poser les questions sans jamais prendre la peine d'y répondre. Et en fait, moi aussi, je peux soulever des questions mystérieuses pendant des années et des années à propos de trucs du passé de notre civilisation, sans jamais apporter la moindre réponse. Mais ça m'intéresse pas, en fait. Effectivement, les questions, c'est bien et c'est ce qui fait avancer. C'est ce qui fait que moi, c'est en me posant des questions que j'ai lu des tonnes de bouquins. C'est en me posant des questions que je suis parti en Égypte. J'y suis allé au moins 10 fois maintenant parce que je suis passionné par ce pays. En parallèle de me poser des questions, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens, etc. Donc, c'est bien de se poser des questions. Mais en fait, c'est bien un temps. À un moment donné, il faut aussi trouver des réponses. L'équateur penché, par exemple, tiens, c'est un bon truc. L'équateur penché, ça fait depuis les années 60. Que je crois que le premier qui en parlait, c'était j'ai un problème avec les noms aujourd'hui, hein, c'est terrible. Explorateur là qui allait sur l'île de Pâques. Je l'ai plus, c'est pas grave. J'en parle dans mes vidéos s'il y en a que ça intéresse. Ça fait maintenant 80 piges qu'on parle de l'équateur penché. À part des gens qui le mentionnent et qui relèvent les sites présents sur l'équateur penché, est-ce que tu as déjà entendu parler d'autre chose? Est-ce que tu as déjà entendu parler quelqu'un qui a juste essayé de travailler sur une explication de ce truc-là? Personne n'a pris le temps. Je pense qu'un jour je vais le faire, tellement ça m'énerve que personne ne le fasse. Mais je veux, ok, parce qu'en fait, c'est quand tu regardes les sites, j'avais fait une vidéo à l'époque, je crois que je l'ai enlevé parce que pareil, elle était un petit des vidéos, mais je crois que le delta entre le site le plus éloigné, en fait, les deux sites les plus éloignés sur la largeur de l'équateur penché, c'est à peu près 1000 km. Oui, c'est beaucoup. Ok, c'est-à-dire que, en gros, si tu prends ça comme une ligne fine, le plus haut, ça doit être un site qui se trouve en Irak, qui a 500 bornes, en gros, et puis le plus bas, c'est un autre site qui a 500 bornes, tu vois. Donc bon, si tu prends une ligne qui fait 1000 km de large et qui traverse le globe comme ça, bon, on va dire pourquoi pas. Mais peut-être que ça peut s'expliquer par d'autres choses que des histoires d'Atlante ou des histoires d'extraterrestres qui sont arrivés avec une connaissance à nous fournir. Peut-être qu'il y a autre chose, peut-être que, je sais pas, effectivement, il y a peut-être un lien avec le magnétisme, avec les énergies telluriques, peut-être qu'il y a un lien avec les pôles magnétiques qui se déplacent. Et comme ils se déplacent, et bien du coup l'équateur magnétique, parce qu'à la base il s'appelait l'équateur magnétique avant qu'ils leur baptisent l'équateur penché. Peut-être que cet équateur magnétique qui lui dépend des pôles magnétiques et qui eux sont en évolution. Bah peut-être que ça se trouve l'équateur magnétique passait par certains sites au moment de leur construction. Puis comme c'est un truc qui est en mouvement, bah, au lieu d'avoir une ligne droite, on a forcément des sites qui sont positionnés un petit peu aléatoirement sur une bande. Enfin, tu vois, le problème c'est que personne ne prend le temps d'expliquer. Et j'ai comme l'impression que c'est pas le but. Là, on prenait Grimaud, effectivement. Grimaud, c'est pas
pour l'avoir fréquenté de près, ce n'est pas un très très gentil monsieur, ce n'est pas quelqu'un qui a un bon fond, c'est pas un personnage que je recommande clairement. Mais en fait, lui, il a fait que ça, poser des questions pendant des années, à faire croire qu'il allait son deuxième film qui allait sortir, qu'il allait sortir le livre, qu'il allait. Et en fait, c'est des gens qui passent des années à poser des questions sans jamais apporter la moindre réponse. Et ça, c'est facile à faire. Après, très facile. Après, Patrice Pouillard, il est pas du même, fait du même bois. J'ai l'impression que Grimaud, c'est quand même quelqu'un qui a une honnêteté intellectuelle dans son travail. J'ai l'impression. Enfin, je le connais pas, moi, mais Oui. j'ai l'impression. Puis pour se donner autant de mal depuis tant d'années, faut quand même être passionné et faut pour y mettre tant d'énergie, tu vois. J'ai la sensation qu'il faut penser que on peut trouver peut-être des réponses. Et les réponses, alors c'est vrai qu'ils apportent très peu de réponses. Après, je me dis aussi que ça vient peut-être que les réponses auxquelles ils pensent, que ça soit la théorie des anciens astronautes ou une civilisation antédiluvienne, c'est des réponses tellement ouf que tu peux pas avancer de telles réponses de manière sérieuse, tu vois, ou en tout cas être pris au sérieux en donnant ces réponses-là. Alors ça, on est d'accord que ce sera pas pris au sérieux, mais c'est peut-être aussi parce que l'argumentaire n'est pas sérieux. En fait, moi, j'ai toujours dit depuis le début que je cherche. Enfin, moi, j'ai aucun problème à croire en des trucs complètement fous. Hein. Moi, attention, moi, j'ai l'esprit ouvert. J'ai aucun souci avec les anciens astronautes. J'ai aucun souci avec l'Atlantide. J'ai aucun problème avec ça. Si demain on arrive à démontrer des trucs comme ça, moi, je suis le premier à vouloir ce genre de truc. J'ai aucun problème avec ça. Mais au fond de moi, j'ai pas envie juste de tomber dans des croyances. Voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Je veux bien de temps en temps ouvrir un peu l'esprit sur des trucs un peu foufou, mais il faut que derrière ce soit un peu solide. Je veux dire, si on prétend qu'il y a une humanité, t'imagines, on prétend quand même que il y a eu avant l'histoire moderne, avant l'histoire qu'on connaît, une espèce évoluée, humaine, humanoïde, je sais pas comment on dit, qui aurait été avancée au point de coloniser toute la planète, de faire les pyramides, etc. Et cette civilisation, t'imagines, elle serait passée sous tous les radars de tous les scientifiques qui travaillent sur le sujet. C'est quand même. Alors, ok, pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Allez, imaginons même que tous les historiens, tous les archéologues, ils ont tous raté ça. Ils ont jamais rien retrouvé. Ils sont tous passés à côté. Si derrière t'arrives avec un truc aussi révolutionnaire, il faut que le dossier soit solide. Tu vois, t'arrives pas avec deux nombres d'or et puis 3 distances qui se ressemblent et puis 2 coins de mur qui sont identiques entre le Japon et je sais pas quel pays. Tu vois, à un moment donné, il faut quelque chose de solide. Et le problème, c'est que ça l'est pas réellement. En fait, quand tu fouilles, certes, il y a des faits dans tous ces films-là qui sont justes. Je parle pas de Barabar. Barabar, c'est un film, c'est plus un exposé technique qu'un film. D'ailleurs, c'est extrêmement technique. Là, je le mets vraiment à part. Mais je veux dire, dans BAM, dans LRDP, dans tous ces trucs-là, il y a des faits qui sont justes, même sur la série de Graham Hancock. Il y a des faits qui sont justes. Le problème, c'est qu'après, lui, il les interprète un petit peu comme il veut. Alors, il y a des faits qui sont faux aussi. Des fois, il donne des dates complètement bidons. Des fois, il fait intervenir des chercheurs qui sont des mecs random, là, qui cherchent rien du tout. Et puis, il balance des dates de moins 16 000, moins 10 000, etc. Il y a beaucoup de trucs qui sont faux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils utilisent des éléments qui sont vrais. C'est d'ailleurs, je pense qu'ils donnent beaucoup de crédit à leur discours. C'est qu'ils utilisent des éléments qui sont vrais, qu'ils les mélangent avec un petit peu de faux. Ils en font une interprétation qui a l'air d'être crédible. Moi, j'ai aucun problème avec tout ça. Je suis le premier, et je suis le premier à dire, même si aujourd'hui je suis un peu sorti de ce monde-là, je suis le premier à dire que concernant les pyramides du plateau de Gizeh, il y a encore un souci. Hein. Moi, les mecs en slip et en sandalettes qui tirent des cailloux avec des cordes, je suis toujours pas fan. Hein. Après, aller sur site, après. Et puis même quand tu vois le nombre, juste celle de Khéops, qui est évidemment la plus grande, tu regardes juste le nombre de blocs de pierre. Tu essaies de te représenter le travail qu'il faut, de le tailler dans une carrière, de le sortir, etc. Tu multiplies à chaque fois par le nombre de blocs de pierre. Tu dis non, là, il y a un souci dans les calculs. Donc voilà, je suis toujours pas, disons que j'ai pas basculé à 100% dans le côté, oui, c'était des esclaves et tout ça, mais je veux dire, j'ai pas envie non plus de tomber dans des croyances débiles. Donc, moi, tu vois, moi, je suis pour, mais aujourd'hui, je trouve que personne n'a apporté un dossier solide pour nous démontrer qu'il y a eu une civilisation qu'on aurait complètement oubliée. Voilà. Moi, il y a une expérience personnelle qui m'a fait évoluer par rapport aux croyances que je pouvais avoir. C'est-à-dire que je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je ferme la porte à rien du tout. Je n'affirme pas grand-chose, c'est-à-dire que voilà, que ce soit les pyramides, que ce soit en termes de spiritualité, c'est pareil.
ou d'ésotérisme plutôt. Mais j'ai fait une expérience, moi, il n'y a pas très longtemps. Je suis parti au Pérou faire une retraite en novembre dernier et j'ai fait donc, ça consiste à faire des rituels avec une purge, une cérémonie d'ayahuasca et partir dans une cabane dans la forêt amazonienne pendant 8 jours, 8 nuits, tout seul et d'y dormir. Et puis de prendre des plantes quotidiennement. Et si tu veux, cette expérience-là, moi, alors effectivement, c'est une expérience en état modifié de conscience, mais ça n'empêche pas que la réalité de cette expérience, elle te montre des choses et que tu les vis vraiment, et qu'il y a une espèce, c'est très difficile à expliquer, mais il y a une espèce de certitude dans ce que tu vis qui te dit, mais c'est juste, c'est vrai, je le ressens dans mon corps, je le ressens physiquement, je le ressens. Moi, ce que la plante m'a dit, j'ai discuté avec la plante pendant 2 heures. C'était très puissant. Et tu vois, c'est pour ça que je dis c'est des choses qui se vivent et qui se racontent pas. Parce que là, tu me racontes que tu as discuté avec une plante et c'est très drôle. Mais oui, c'est ça. mais tu vois, donc à partir de là, effectivement, tout ce qui peut se raconter, bon, sur les sujets qu'on évoque là, pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? Je veux dire, quand tu vis quelque chose de l'ordre de la rencontre avec l'ayahuasca, tu peux te dire que tout est possible, tu vois. Donc c'est super intéressant aussi, tu vois, d'avoir ces sujets et puis de se dire bon, pourquoi pas. Puis c'est très inspirant aussi quand tu écris des histoires ou tu écris des chansons, tu vois. Voilà. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il faut pas fermer des choses. On a évidemment beaucoup de choses, beaucoup de zones d'ombre sur les histoires de la civilisation. Et puis sur l'Égypte, on sait très très peu de choses finalement. Et puis mais voilà, c'est juste qu'il faut un petit peu garder les pieds sur terre. Il faut pas tomber dans des croyances. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Après, il faut sortir un petit peu des effets de waouh. Oh là là, regarde, ce bloc de pierre est tellement énorme. Oui, bon, d'accord. Et alors, qu'est-ce que ça, tu vois, t'es capable de le faire. C'est juste que t'es pas documenté. Tu sais pas ce qu'ils avaient comme outil à l'époque. Mais donc voilà, une fois qu'on sort de tout ça, tu te rends compte que, alors il y a dans ce milieu-là, il y a beaucoup de bullshit. Il y a des trucs dont je parle même pas. Je me souviens alors Philippe Lheureux, le pauvre est décédé, mais il avait fait un truc avec une théorie que si on met de l'eau dans la chambre haute, ça va faire une pression qui va pousser une pierre, qui va ouvrir un couloir secret. Non, c'est très sympa, mais il y a pas une demi-preuve intéressante dans tout son travail. Donc il y a beaucoup de trucs un peu bullshit dont je parle même pas. Je parle, on va dire, des trucs, on va dire, les plus sérieux, en tout cas les moins farfelus. Et là-dedans, une fois que tu as fait le tri entre les affirmations qui sont vraies, celles qui sont fausses, parce qu'il y en a beaucoup qui sont fausses ou très approximatives, une fois que tu as récupéré tout ce qui est vrai et puis que tu essaies de te enlever l'interprétation ancien astronaute, Atlante, etc., parce qu'évidemment, tu as tout de suite envie de penser à ça, bon, bah, tu te rends compte que oui, effectivement, il reste quelques petits trucs. Tu te dis, c'est bizarre. Moi, il y a un site, par exemple, en Égypte, qui me pose encore un peu problème, c'est le Sérapéum de Saqqara. J'en parle assez souvent parce que c'est le dernier. À chaque fois que j'y vais, je passe la porte et puis j'ai des frissons plein le corps et puis il y a quelque chose qui va pas dans ce site. Je sais pas si tu vois à quoi il ressemble. C'est des cuves. C'est des cuves. En fait, c'est en souterrain. Tu descends, t'as un immense couloir comme ça. Enfin, t'as même toute une galerie avec des tunnels. Et c'est des cuves. De granit, de basalte. Il y a différents types de granit et c'était des cuves qui étaient dédiées aux dieux Sérapis. Donc c'est des cuves cérémonielles dans lesquelles on était censé mettre des momies de taureaux. Il y a 24 cuves. On n'a jamais retrouvé la moindre momie de taureau à l'intérieur de ces cuves. On a même fait exploser des cuves qui étaient fermées. Il y avait strictement rien dedans. On a retrouvé des taureaux dans des petits sarcophages en bois qui étaient cachés derrière dans des antichambres. Et ce site me pose problème. Et puis sur une des cuves, alors il y en a 3 qui ont des petits motifs de hiéroglyphes. Il y en a une qui est tout au fond, qui est bien mise en avant sur le site, qui a des hiéroglyphes qui sont absolument dégueulasses, qui ont été faits, j'ai l'impression qu'ils ont été faits la semaine dernière par le premier mec qui passait. C'est limite de l'ébauche qui a été fait pour les hiéroglyphes, alors que la cuve est taillée. C'est flippant le poly miroir qu'il y a, les angles droits, etc. C'est vraiment de l'ouvrage de très grande qualité et moi j'ai un problème avec ce site et je j'ai pas vraiment l'impression que ça ressemblait à des cuves sacrificielles qui étaient faites pour des taureaux. Et puis tu trouves alors ça a duré longtemps parce que je crois que le site il s'étale sur entre 1500 et 2000 ans d'histoire, donc c'est très très large. Mais globalement, je veux dire, tu as des sarcophages qui étaient faits pour des pharaons des mêmes époques qui étaient vachement plus pourris, avec des angles pas droits du tout, etc. Donc voilà, il y a toujours des sites où je me dis,
Là, il y a un truc qui est quand même curieux. T'as l'Osirion aussi qui est un peu curieux. Enfin, il y a quand même des sites où je me dis là, les explications, ça me convainc pas trop en fait. Parce que moi, si tu veux, j'essaie de garder au max un esprit critique, peu importe d'où l'information vient. Tu vois, typiquement, l'autre jour, je suis tombé sur le travail de Pierre Talley, un égyptologue français qui fait de l'archéologie expérimentale. Il est parti, alors lui, il a dirigé l'opération, il est parti en Égypte parce que les mecs se sont posé la question, combien de temps ça prendrait pour faire, dans une carrière de calcaire, de débiter un bloc d'une tonne. Tu vois, c'est-à-dire, en gros, tu arrives avec les outils de l'époque, évidemment. On parle de la pyramide de Khéops, donc on est en moins 2500 et quelques. Combien de temps ça prend si tu arrives avec d'autres pierres pour taper, si tu arrives avec tes petits burins de cuivre, etc. Combien de temps ça te prend pour détourer un bloc d'une tonne? Pas le sortir, tout juste tu vois, le tracé. Donc il y avait un tailleur de pierre français qui menait l'opération, puis je crois qu'il avait 3 ouvriers égyptiens avec lui, donc ils étaient 4 à bosser là-dessus. Et l'idée, c'était juste de faire un bloc, donc tu vois, 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, ni plus ni moins, 1 mètre cube. Et en fait, les mecs, ils ont mis 8 jours, je crois. Ils ont mis 8 jours à 4, et en cours de route, ils ont trouvé une astuce, c'est que le calcaire là-bas, c'était donc sur la carrière de Toura, le calcaire était très sableux. Je sais pas si le mot est juste d'ailleurs, enfin, il contient beaucoup de sable. Et en fait, ils arrosaient le calcaire parce que ça la rendait plus simple, plus friable et plus simple à tailler. Et donc, à la fin, t'as le Pierre Talley qui vient voir un peu la fin de l'expérience, et puis il discute de tout ça, et le mec, donc, il dit, à 4, on a mis 8 jours, on a utilisé 300 litres d'eau pour arroser la pierre. Alors, il estime que avec l'entraînement et avec l'époque, peut-être qu'il mettait 4-5 jours plutôt que 8, tu vois. En fait, voilà ce qui est probable. Et en fait, quand tu vois ça, tu dis, attends, des blocs de pierre dans la pyramide de Khéops, il y en a 2,5 millions, à peu près. Vous avez passé 8 jours à 4 en bouffant 300 litres d'eau pour sortir une pierre, juste pour la découper dans la colline de calcaire. Maintenant, tu multiplies ça par 2,5 millions. Tu vas voir les chiffres que tu obtiens et t'imagines un petit peu la quantité d'ouvriers et la coordination qu'il faut. Et on parle juste de découper, tu vois, un cube grossier dans une colline, tu vois. On parle pas de l'extraire, de le faire redescendre de la colline, de l'amener jusqu'au bateau, de traverser. On parle juste de le découper. Donc, tu vois, ça n'empêche pas que j'ai beau ne plus être dans l'archéologie alternative, des fois, quand je vois des trucs qui viennent d'égyptologie académique, je me dis, tu vois. Et le problème, c'est que Pierre Talley, il conclut que c'est cool, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont probablement arrosé les probablement, parce que en toute façon, on n'a pas d'écrit, donc ça reste que des probabilités. Mais il en conclut que c'est effectivement une très bonne méthode et que les Égyptiens de l'époque ont probablement arrosé les pierres avec de l'eau, parce que ça contient beaucoup de sable et que ça permet d'accélérer un petit peu le travail. Et rien que 300 litres d'eau par pierre, quand tu multiplies ça par 2,5 millions de blocs de pierre, tu te rends compte que juste acheminer de l'eau sur le chantier, c'est déjà un boulot absolument colossal qui va te demander des milliers de personnes du matin au soir non-stop, juste pour déplacer de la flotte pour arroser des pierres, tu vois. Oui, mais alors, rien que cette question-là, celle que tu viens d'évoquer, elle est folle, je trouve. C'est complètement... Par exemple, toi, c'est quoi ta conclusion? Si conclusion tu tires? Ah, moi, je ne tire pas de conclusion parce que... Ta réponse. Non, déjà, je tire pas de conclusion. Non, c'est que... je pense qu'un jour, je sais pas si je pense pas être le premier à faire ça, mais je crois que Quentin Leplat avait déjà un peu bossé sur la faisabilité d'un chantier comme ça. En fait, j'aimerais bien un jour essayer de combiner toutes les expériences d'archéologie expérimentale, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment déterminé le temps que ça nous prendrait pour faire une pierre, la transporter, etc. Parce que je pense que combiner toutes ces expériences les unes derrière les autres, ça permettrait d'estimer le temps global et la quantité d'humains qu'il faudrait pour faire tout ça. Donc non, aujourd'hui, je tire pas de conclusion du tout. Je dis juste que quand un archéologue mène une expérience comme ça, puis qu'ils ont conclu que ouais, c'est cool, ils ont dû arroser avec de la flotte les pierres, et puis ils ont dû mettre 5 jours à 4, et puis voilà. Et puis t'es là, tu dis mais non, enfin, 300 litres d'eau, si tu fais fois 2,5 millions, ça te fait 700 millions de litres de flotte à déplacer. Alors certes, le chantier a duré 25 ans, mais tu as 700 millions de litres de flotte à déplacer.
Ils ont pas dérivé le Nil, il y avait pas de tunnel, il y a aucune trace de tout ça. Donc c'est-à-dire que potentiellement, t'avais 9000 personnes tous les jours avec des jarres d'eau de 30 litres qui se baladaient puis qui arrosaient des pierres. Plus 4 ouvriers par bloc. Tu vois, et on parle juste de les découper, tu vois. On parle même pas des assemblées, on parle même pas des blocs de granit qui venaient de Toura qu'il a fallu monter pour la chambre du roi. On parle pas de tout ça, on parle juste de découper grossièrement un cube dans une colline, quoi. Et déjà rien que ça, tu te rends compte que le chantier que ça représente de déplacer de la flotte là-bas, de couper, de juste emmener ça sur les rivages du Nil, etc. Ils avaient fait une autre expérience où ils avaient tenté de faire traverser Ils avaient pris un bloc d'1 tonne et ils voulaient traverser le Nil avec un bateau de l'époque. Je crois que c'était diffusé sur France 5 peut-être. Je ne sais plus qui est l'égyptologue qui supervisait les opérations. Donc ils ont voulu reproduire un petit peu les conditions de l'époque. Bon, alors ça démarre avec une grue déjà. Il y a un bateau plus ou moins de l'époque avec 3-4 Égyptiens dessus qui est sur la flotte et tu as une grue qui vient déposer un bloc d'1 tonne. 1 tonne, c'est le strict minimum. Je veux dire, t'as des rochers de 60 tonnes qui sont montés là. Donc 1 tonne, c'est du gravier pour les Égyptiens de l'époque, tu vois. Et en fait, ils posent le truc, putain, le bateau, il prend la flotte, il est à 2 doigts de couler, quoi. Alors du coup, ils sont obligés de retirer la caillasse, et, ils enlèvent un petit peu, je crois qu'ils le font descendre à 700 ou 800 kilos. Les mecs, ils écopent un peu, ils enlèvent de la flotte dans le bateau, ils reposent le truc, ils y arrivent, ça leur a pris 4 jours. Ça leur a pris 4 jours, ils ont fait couler un bateau pour un bloc qui fait 1 tonne, qu'ils ont dû retailler à 700 kilos. Je dis, putain, les gars, et puis après, ils ont conclu, oui, bah, c'est bien comme ça qu'ils ont fait à l'époque. Non, en fait, je veux dire, on parle des dalles de 60 tonnes taillées, c'est-à-dire potentiellement transportées à 70, depuis Toura, t'as 900 km de bateau, là, t'imagines, t'as une dalle de 70 tonnes à poser sur un bateau, et puis t'as pas le choix, faut pas que tu les fasses tous couler, donc, je veux dire, si ta dalle, elle est 1 mètre trop à droite ou 10 cm trop à gauche, tu fais couler ton bateau, et donc voilà, du coup, vraiment sur le chantier, effectivement, quand tu prends les outils, quand tu prends les moyens de l'époque et que tu regardes le chantier, tu dis, alors effectivement, on n'est pas sur des extraterrestres ni sur des hommes qui déplacent des pierres par la pensée, tu vois, il faut pas aller non plus dans les extrêmes, mais n'empêche que les expériences qu'on fait, ce qu'on en dit, tu dis, il y a quand même 2-3 zones d'ombre, voilà, il faudrait faire ce boulot de cumuler l'intégralité des expériences qui ont été faites pour essayer d'estimer un vrai temps de travail, tu vois, un truc un peu crédible, savoir combien de temps ça prend et à combien de personnes, quoi. Ok. Bon, bah écoute, on a fait un petit point quand même sur sur l'égyptologie. On peut passer peut-être à l'alchimie. Il y a un lien, c'est l'hermétisme. L'hermétisme, ça prend ses racines en Égypte, peut-être bien, c'est ça? L'hermétisme prend ses racines en Égypte, tout à fait, mais par les Grecs. Enfin, prend ses racines. Oui, enfin l'hermétisme, oui, c'est ça. Les premiers textes d'Hermès Trismégiste sont effectivement issus du monde hellénistique, sont issus d'Égypte, effectivement. Ouais. Et donc l'alchimie, alors c'est quoi? C'est une voie initiatique, c'est une voie ésotérique, et est-ce qu'elle est liée directement à l'hermétisme? Et puis peut-être que tu peux me définir l'hermétisme, par exemple, enfin me dire ce que c'est. Alors l'hermétisme, littéralement, enfin. Disons qu'on peut comprendre 2 choses dans l'hermétisme. Il y a les textes d'un certain Hermès Trismégiste, qui n'est pas, alors je veux dire qu'il n'est pas une personne qui a réellement existé, il y a une personne qui a réellement écrit les textes, mais Hermès Trismégiste est plutôt né du syncrétisme entre le panthéon grec et le panthéon égyptien. C'est une espèce de fusion entre le Hermès des Grecs et le Thoth des Égyptiens. Mais Hermès Trismégiste en soi n'est pas une vraie personne. C'est un personnage fictif qui a écrit plusieurs textes. On est aux alentours de moins 500. J'ai pas toutes les dates en tête parce que c'est complexe tout ça, mais les textes aujourd'hui on les a baptisés. Alors il y a les Hermetica et il y a le Corpus Hermeticum. Aujourd'hui on a certains fragments de ces livres-là parce que ils sont pas tous en très bon état. On en a surtout des bonnes connaissances, notamment de la table d'émeraude, dont je parle assez souvent parce que c'est quelque chose dont je suis assez fan. On en a des traductions arabes qui en parlent et qui sont datées de 300-400 ans, qui sont datées de... Non, plus que 300-400 ans, parce qu'elles sont datées du 4e ou du 5e siècle. Donc elles ont quand même 600-700 ans de plus que les tables d'émeraude d'origine. Donc ça, c'est littéralement l'hermétisme, on peut dire que c'est les textes d'Hermès Trismégiste. Okay, c'est un dogme, c'est une philosophie, c'est quelque chose de très métaphysique. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'essayer de lire les vrais textes les textes d'origine d'Hermès Trismégiste, c'est super compliqué à comprendre.
Tu sens que c'est pas la même époque et que c'est pas le même pays, c'est pas la même génération. Tu sens que les mecs avaient une façon de réfléchir qui n'est évidemment pas la nôtre, déjà, bon, effectivement, différence d'époque et tout. Donc c'est très compliqué à lire. Donc ça, c'est une partie d'hermétisme. Et après, ce qu'on pourrait aussi qualifier d'hermétique, ce sont tous les disciples, tous les grands noms de ceux qui ont fait l'hermétisme qu'on connaît aujourd'hui. Tu vois, ce serait comme, c'est un peu comme les textes sacrés. Le catholicisme aujourd'hui, c'est à la fois la Bible, mais c'est pas que ça. C'est tout ce qu'il y a, c'est toute la culture qui a été créée et tout ça. Donc t'as à la fois les textes d'origine d'Hermès Trismégiste qui sont un peu les textes sacrés de l'hermétisme, mais c'est aussi tout ce qui a été produit après par les grands hermétistes qui se revendiquaient de ce dogme. Ok, donc ça, il y a un lien direct avec l'alchimie ? Alors l'alchimie, c'est pareil, c'est très diffus, un peu comme la maçonnerie et tout ça, c'est très diffus au niveau de sa création. L'alchimie, si tu veux, reprend des concepts, soit il les reprend littéralement, soit reprend des concepts qu'elle remanie de l'hermétisme. Donc en gros, l'alchimie plonge un petit peu ses racines, les racines de son dogme dans l'hermétisme. Mais c'est une espèce de... et après ça, tu as tout ce qui a été ajouté au niveau de la transformation des métaux, etc., qui a été ajouté un peu plus tardivement. Mais l'alchimie ne fait que plonger ses racines dans l'hermétisme et en reprend des concepts, mais des concepts dans l'absolu qu'on peut retrouver dans d'autres traditions un petit peu partout sur la planète, un peu à toutes les époques. Mais l'alchimie se revendique effectivement directement de l'hermétisme. Mais dans l'hermétisme, il n'est absolument pas question de transformation de plomb en or, de pierre philosophale, etc. Ça, c'est vraiment l'alchimie qui l'a créé. Mais si tu veux, les bases de ce courant alchimique se trouvent au sein de l'hermétisme. Ok. Alors, dans l'alchimie, il y a deux voies, j'ai l'impression. Il y a la voie spirituelle, qui est en fait de trouver la pépite en soi. En fait, c'est un chemin qui t'amène à la meilleure version de toi-même, en quelque sorte. Et puis, t'as l'alchimie telle qu'on la connaît plus dans les livres ou les légendes. C'est le fait de transmuter la matière et de convertir le plomb en or. Alors autant le chemin spirituel, on le retrouve dans plein de parcours et d'anciennes traditions. Autant transmuter la matière, le plomb en or, ça me semble plus compliqué. Est-ce que toi, tu penses que c'est réalisable ? Est-ce que tu penses que ça a été réalisé ? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Alors, à titre purement personnel, je pense que tout ça n'est qu'une grande allégorie. Je pense qu'il n'est pas réellement question de transmuter de la matière. Pour moi, ce n'est qu'allégorique. Alors, même aujourd'hui, il y a toujours débat. Il y a toujours débat parce qu'en fait, on n'a pas une réponse ferme et définitive. Parce qu'encore une fois, l'alchimie, c'est très diffus. Parce qu'en fonction des auteurs et des époques, tu n'as pas les mêmes informations. Donc, moi, personnellement, je pense que dans l'alchimie, il n'est pas question de réellement prendre des métaux et de les transmuter dans le but d'avoir à la fin la poudre de projection qui permettrait de changer le plomb en or. En tout cas, qui apporterait la médecine universelle et qui permettrait à l'alchimiste de vivre, pas éternellement, mais de vivre pendant très 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 longtemps. Je pense que voilà, c'était pas le but de l'alchimie. Le problème, c'est que il y en a beaucoup qui pensent que si. Il y en a beaucoup qui pensent que l'alchimie, ça se passe qu'en laboratoire. Mais il y en a qui pensent ça depuis très longtemps. Donc, en fait, tu as beaucoup de traités alchimiques, de gens qui ne font que travailler en laboratoire. Donc, du coup, si tu lis un peu tous ces auteurs, tu as l'impression que l'alchimie, finalement, c'est un boulot en laboratoire, tu vois. T'as beaucoup de gens qui ont compris assez tôt que c'était qui pensent depuis très longtemps que tout ça n'est qu'allégorie. Donc, du coup, tu vas trouver beaucoup d'auteurs, beaucoup de textes et des grands courants qui vont te parler uniquement de façon allégorique. Et t'as des gens qui sont un peu dans l'entre-deux, qui vont te dire mais c'est à la moitié labor et la moitié oratoire, donc il faut à la fois travailler dans le laboratoire et à la fois travailler sur soi, et surtout c'est se mettre en symbiose avec la matière, parce que l'esprit contenu dans la matière s'harmonise avec l'esprit contenu dans l'alchimiste, et en fait l'alchimiste fait partie intégrante de l'opération. Donc en fait, aujourd'hui, il y a des courants de pensée un peu partout. Il y a ceux qui pensent que c'est que des opérations matérielles, ceux qui pensent que c'est que dans la tête, et ceux qui pensent que c'est un peu des deux. Et en fait, en fonction de ce que tu lis et en fonction de ta sensibilité, tu vas prendre un chemin ou un autre. En revanche, moi, je pense pas qu'il y ait de meilleur chemin
qu'un autre. Je pense que tous les chemins alchimiques mènent sensiblement au même endroit, donc peu importe le chemin qu'on arpente, je pense qu'on suit tous à peu près la même direction. En tout cas, on poursuit le même objectif. Même moi, personnellement, je pense qu'il est plutôt question d'allégorie. Il est plutôt question de métaphore. Et que changer le plomb en or, ça veut dire se changer. On est du plomb quand on démarre notre quête. Et l'idée, c'est de devenir aussi lumineux que l'or. Mais voilà, après, pour une fois, c'est un avis vraiment juste personnel. De tout ce que j'ai pu lire, je considère que c'est ça. Mais voilà, encore une fois, il y a tout un tas d'auteurs qui disent tout un tas d'autres choses sur le sujet. Et je pense que quoi qu'il arrive, c'est intéressant. Moi, je lis beaucoup d'auteurs en fait qui parlent de l'alchimie comme étant quelque chose qui se travaille en laboratoire. Ça m'empêche pas d'en lire et ça m'empêche pas de comprendre ce qui se passe en laboratoire. Mais je pense que c'est avant tout à l'intérieur de soi que ça se passe et que tout ça est une grande allégorie. Il y a des alchimistes aujourd'hui. Tu en connais? On en voit. Il y a comment il s'appelle, Patrick Burenstenas, quelque chose comme ça. Ouais. On en voit sur les réseaux, mais est-ce que ça existe, les alchimistes qui passent leur temps en laboratoire à essayer de trouver la pierre philosophale? Ça existe ou pas? Alors Burenstenas, il est déjà franc-maçon avant d'être alchimiste. Faut le préciser. Alors je pense que si un alchimiste au sens historique du terme existait, il n'y a aucune chance qu'on entendrait parler. Okay. Un alchimiste ne serait pas sur YouTube à faire des vidéos, il serait pas sur Facebook à faire des photos de lui en selfie. Je pense que l'alchimiste, la véritable quête alchimique se passe dans une profonde solitude, se passe dans un profond... Il faut se couper du monde matériel, il faut être le moins matérialiste possible, c'est un travail qui est extrêmement solitaire. Et l'alchimiste, c'est pas loin d'être un ermite. Ok, c'est un mec qui a une petite cabane dans lequel il va faire ses petites opérations, mais l'alchimiste n'a pas vocation à parler de son travail. Au contraire, il a même tendance à le cacher. On n'est pas censé. Voilà. Donc si on avait un vrai alchimiste aujourd'hui, on le connaîtrait pas. Voilà, très clairement. Okay. Donc du coup, il y en a peut-être. Ouais, il y en a peut-être plein. Mais ils sont certainement pas sur YouTube et Instagram et TikTok. Ça, c'est certain. Okay. Donc après, voilà, ce qui est Burenstenas et compagnie, j'en ai parlé récemment. C'est intéressant ce qu'ils font. La problématique, c'est le fric. C'est qu'en fait, il y a une quantité astronomique de pognon dans des formations, dans des séjours, dans des trucs, des séminaires, des machins. Et du coup, ça me gêne un peu. Et je trouve que ça teinte un petit peu de négativité le message spirituel qu'il y a derrière. Même si Burenstenas, moi, j'ai un peu démarré avec ce qu'il racontait parce que en fait, il est très bon orateur, il explique des choses très facilement, très simplement, c'est extrêmement agréable à écouter. Il a des discours tout faits un peu déjà avec sa langue des oiseaux, etc. Il a préparé des gros blocs de discours qui changent un peu tous les ans. Donc du coup, voilà, c'est intéressant, c'est spirituel, mais derrière, c'est des grosses machines à fric aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne un peu plus. Et je pense que le véritable alchimiste est à l'opposé d'être une machine à fric, est à l'opposé d'avoir une image médiatique, est à l'opposé de tout ça. Donc, je dirais pas que Burenstenas n'est pas un alchimiste, mais disons qu'il a l'air d'être à l'opposé des concepts de base même de l'alchimie, quoi. Mais quand on parle de l'alchimie en tant que voie spirituelle, on a quand même... j'ai l'impression que dans toutes les voies spirituelles, que ce soit les anciennes traditions, qu'on passe par le bouddhisme, le shivaïsme, qu'on aille même dans le chamanisme, on a quand même des similitudes et c'est vieux. Enfin, je veux dire, ça date, ça commence à dater, tout ça, et que ce soit des concepts comme le yin et le yang, le masculin, le féminin, que ce soit les éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, que ce soit le monde subtil et le monde matériel, ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, etc. C'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de traditions spirituelles et je trouve ça assez étonnant c'est un peu comme le mythe du déluge, tu vois. Qui apparemment se retrouve quand même sur toute la Terre à certaines époques. Donc ça me pose question en fait. Je trouve ça assez chouette, assez beau en fait, tu vois. C'est vrai. Après il faut par exemple le mythe du déluge, il faut aussi faire attention à ce que deux civilisations qui ont un mythe qui est sensiblement qui se ressemble beaucoup, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas eu d'emprunt.
Il faut toujours veiller à ce que, parce que évidemment, à un moment donné, quand on s'est mis à voyager, on a exporté nos mythes, on a exporté nos croyances, et à ce moment-là, ça a commencé à se mélanger un petit peu partout dans le monde. Donc, il faut veiller à ce que, quand en Chine, ils croient un truc qui est sensiblement le même qu'en Égypte, il faut faire gaffe que la version chinoise, en fait, elle date pas du XVIIe siècle, et puis qu'en fait, ils s'étaient rencontrés entre temps. Mais oui, effectivement, t'as raison. L'humidité luce, c'est une chose. T'as beaucoup d'emprunts. Peut-être que le simple fait d'observer la nature suffisait à générer des grands concepts. Moi, typiquement, il y a une des croyances de toute l'humanité qui me fascine parce qu'elle est là depuis le début. Elle est commune à toutes les religions, à toutes les traditions initiatiques, à toutes les spiritualités. Elle est encore présente aujourd'hui. C'est un truc de fou. C'est le fait que notre corps humain est incarné par une âme. Voilà, cette petite croyance qui semble presque dans le quotidien, même s'il y a plein de gens très matérialistes qui n'y croient pas du tout. Mais je veux dire, cette petite croyance du fait qu'on a été incarné par une âme, elle est là sensiblement depuis toujours dans l'histoire de l'humanité. Genre du premier chaman qui s'est défoncé à l'ayahuasca. J'ai l'impression que toujours, on parlait de l'Égypte, les Égyptiens faisaient des pyramides pour que l'âme du pharaon rejoigne le royaume des cieux, etc. La croyance dans l'incarnation d'une âme dans le corps humain est là depuis toujours. Elle est là sur toute la planète et elle a jamais disparu. Ouais, alors ça, moi je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui demeure assez évident dans l'expérience personnelle de chacun. Enfin, de chacun. En tout cas, de beaucoup de monde. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui... que ça soit des médiums, que ça soit des gens qui font des sorties de corps, que ça soit des gens qui prennent de l'ayahuasca. Ces expériences-là, elles sont hyper communes. Et j'imagine que elles l'étaient aussi, elles l'ont été depuis toujours. Moi, j'ai interviewé pas mal de gens, notamment sur les entéogènes, Stéphane Schillinger ou Olivier Chambon, qui parlaient du fait que depuis longtemps, en fait, l'expérimentation des molécules entéogènes ont permis notamment à certaines figures comme Jésus, parce que Jésus, si on va chercher un petit peu loin, on peut justement se dire que Jésus, ça veut dire loin, celui qui s'enduit, et que l'huile à l'époque c'était de l'huile issue de plantes entéogènes. Enfin voilà, il y a plein de liens qu'on peut faire, okay. Et qu'effectivement toutes ces expériences-là qui existent depuis des millénaires ont apporté cette certitude, ou en tout cas cette impression que l'homme n'était pas qu'un corps et que il y a bien plus que cela. Mais j'ai envie de te dire, moi, quand j'ai fait l'expérience au Pérou, enfin, je veux dire, pour moi, ça n'a plus. Je ne me questionne absolument plus là-dessus. Ouais, tout à fait. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que c'est une des rares croyances, si ce n'est la seule, qui a traversé déjà toutes les frontières et qui a traversé le temps. Et qui est, je veux dire, typiquement, je sais pas, tu prends la religion chrétienne qui s'est évertuée à tabasser toutes les croyances païennes quand ils sont arrivés en Europe. Ils ont, à la fois, ils ont cramé des gens, ils ont repris des cultes païens qu'ils ont intégrés, etc. Le fait est qu'il y en a une, qui est commune aux trois religions, qui est commune à tout, c'est la croyance d'une âme dans un corps humain. Aujourd'hui, pour toi, c'est une certitude, pour moi aussi, etc. Donc, le truc se remet pas en question, mais je veux dire, on parlait de croyances communes, tu parlais des traits communs qu'il y avait entre les différents courants, les différentes formes de spiritualité dans le monde, etc. La croyance de l'incarnation de l'âme, c'est chez tous les humains depuis à peu près toujours, et ça n'a pas bougé. Genre, on est dans une époque, on ne peut plus matérialiste. C'est vrai, en Occident, on est ultra matérialiste en Occident. Le reste du monde, je crois que dans le monde, il y a comme une majorité de croyants, il y a comme une majorité de gens qui croient en un Dieu, donc on est quand même dans une époque où il y a plus de croyants que de matérialistes. Mais je trouve ça fascinant que cette croyance-là, elle aurait pu sauter. Je veux dire, les Égyptiens avaient des croyances. Quand tu regardes un petit peu le panthéon égyptien et les croyances qu'il y avait, il y avait des trucs, tu dis putain, heureusement que ça c'est parti parce que c'était un peu bizarre. Si tu regardes un petit peu tout le folklore japonais, chinois, vietnamien, tu regardes les croyances qu'ils ont, tu dis putain, c'est comme il y a comme des trucs un peu bizarres avec des animaux de couleur et il y a comme des trucs, tu dis ça, typiquement, ça aurait pas pu traverser les frontières. En France, on aurait reçu le truc, on aurait dit, on n'y croit pas, les gars, c'est de la merde. Donc, je veux dire, tu vois, ce truc-là n'est pas local. L'incarnation de l'âme dans le corps n'est pas un truc local. C'est un truc qui a pu traverser toutes les frontières de l'humanité, jusqu'aux Amérindiens, jusqu'aux Chinois, etc. Que là, typiquement, il y a pas longtemps, je bossais sur
sur un peu le folklore vietnamien, parce que j'organise un voyage au Vietnam dans pas longtemps, ils ont un truc qui est cool à Hanoï, c'est qu'ils ont 4 temples qui sont positionnés dans les 4 sens du vent et qui protègent spirituellement la ville des entités négatives. Et donc, tu as les histoires de ces temples. Putain, c'est des histoires à dormir debout, c'est des trucs, tu te dis, des histoires d'éléphants, mais c'est comme la mère de Bouddha qui a vu un éléphant blanc rentrer dans son ventre, etc. Tu te dis, putain, il y a des croyances comme ça au Vietnam. Aujourd'hui, on les connaît parce que Internet, etc., on les a dans les bouquins et tout, mais c'est des croyances il y a 2000 ans, elles n'auraient pas pu sortir des frontières du Vietnam. C'est-à-dire, si la croyance d'un éléphant blanc est arrivée en France, à l'époque, on aurait dit, non, mais non, on s'en fout, nous, on n'est pas là-dedans, on croit en autre chose, laissez-nous tranquilles. Mais l'incarnation de l'âme dans le corps humain, ça marche pour toutes les cultures, ça marche pour tout le temps, ça marche pour toutes les spiritualités, toutes les religions. C'est le seul truc qui me fascine à ce point, c'est que c'est pareil pour tout le monde. Comme si, du coup, c'était une espèce de vérité évidente pour n'importe qui qui se trouve dans une religion, une spiritualité. Nous sommes incarnés par une âme, point barre. Je trouve ça assez fascinant. Ouais, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui se vit de façon intime et dont tu peux être. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti. Alors après, voilà, c'est très personnel, mais peut-être qu'il y a quelque chose de très ancré chez l'être humain qui relie à ça, en fait, que ce soit vrai ou pas, que ce soit une croyance ou pas, c'est quelque chose qui effectivement transpire partout. Mais justement, tu parlais du Vietnam. Alors, j'ai regardé vite fait. Tu dis que ben vous allez partir. J'imagine vous allez visiter voilà des temples, et je crois que tu parles de spiritualité. Vous allez méditer. Donc ça veut dire que tu as une pratique, qu'il y a Exactement. Et tu as une ascèse spirituelle. Exactement. Nous avons mis en place 5 rituels pour ce voyage, qui est un voyage initiatique. C'est pas alors pas que, parce que tu sais, on parlait au début de l'émission, on parlait d'équilibre, etc. Moi, je suis équilibré entre la matière et le spirituel, c'est-à-dire que j'aime bien la spiritualité, mais j'aime bien boire une bonne bière, fumer une clope et raconter des conneries. Donc du coup, c'est un voyage qui va être entre les deux. On va s'éclater un peu, ça va être rigolo, mais on a en fait avec nous l'idée du voyage. Elle est partie quand j'étais en Égypte. Il y avait une fille dans le groupe qui est coach intuitive, qui a des facultés qui me... Tu sais, c'est quelqu'un qui te connaît pas, et puis elle te regarde comme ça, elle te fixe 2 minutes, puis après elle te sort des trucs sur ta vie qu'elle est pas du tout censée connaître. Et voilà, elle a une espèce de truc comme ça qui est, voilà, qui est très intriguant. Et donc elle fait de la coach spirituelle, coach intuitive. Et donc on s'est dit que là, pour le Vietnam, on allait bosser ensemble. Donc elle sera là évidemment sur tout le voyage. Et qu'on allait mettre en place un certain nombre de rituels. On en a mis 5 qu'on a basés sur les 5 éléments, et ils sont dans un ordre qui est celui du voyage, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois méditer dans des endroits très spécifiques que j'ai moi-même choisi, et c'est elle qui fera des séances. Donc c'est des séances, on est sur des séances plus proches de l'introspection que de la méditation, c'est un petit peu entre les deux. On est sur 5 séances qui vont faire, je sais pas, 1 heure et demie, et on va... la toute première se passe dans un temple bouddhiste, et on aura peut-être la chance, mais ça, non, je n'étais pas censé le dire, mais je le dis quand même, on aura peut-être la chance d'avoir un moine bouddhiste qui nous accompagnera pendant cette séance de méditation et qui nous fera méditer à la façon des moines bouddhistes vietnamiens. Mais effectivement, on a ce petit plus dans le voyage qui n'est pas qu'un simple voyage, où on aura nos séances d'introspection et où chacun pourra plonger au plus profond de lui-même. Et ce qui est cool au-delà des séances, c'est que, comme on a... déjà, c'est que c'est le thème du voyage, donc c'est-à-dire que tout le monde est là pour plonger à l'intérieur de lui, tout le monde est là pour partager des choses, tout le monde est là pour apprendre à se connaître, pour vivre des trucs intensément. Donc déjà, dans l'ensemble, ça va être assez intense, et c'est que Léna, la personne qui va s'occuper de tout ça, elle est avec nous tout le voyage, et qu'en fait, pour avoir passé déjà 2 semaines en Égypte avec elle dans un groupe, c'est extrêmement enrichissant de discuter avec elle, de se poser le soir après une rude journée, et d'avoir un échange avec cette personne-là, puis avec tout le monde, en fait. C'est un truc où chacun nourrit le groupe de son énergie, chacun nourrit le groupe de son expérience, etc. Donc c'est voilà, les 5 séances, c'est un peu la base de ce voyage initiatique, mais chacun vient nourrir ce voyage de son énergie, et ça risque de donner quelque chose de vraiment cool. Ok. Est-ce que tu veux bien qu'on aille du côté du symbolisme un petit peu avant d'aller vers le capitalisme, enfin le capitalisme délétère. Oh purée. Non. Symbolisme. Allez, vas-y. Symbolisme, ouais, non, mais parce que ça, c'est quelque chose qui me
que je trouve assez incroyable, c'est j'ai l'impression, enfin je crois que c'est comme ça que c'est expliqué, que le symbolisme c'est une façon d'interagir ou de communiquer avec ce qu'on appelle les mondes subtils. Ouais. Que c'est une sorte de langage en fait qui c'est-à-dire que dans le paradigme matérialiste, dans le paradigme scientifique, effectivement, on utilise nos cinq sens, voilà, on communique avec des mots et on arrive à comprendre un certain nombre de choses. Quand on veut aborder le spirituel et les mondes spirituels, on passe par le symbolisme. Alors, puis en plus, le symbolisme, je veux dire, on le retrouve pas que dans l'ésotérisme, on le retrouve dans la psychanalyse, dans l'étude des rêves, et je trouve ça assez fascinant. Et puis, on le retrouve aussi dans les films. J'avais justement vu une étude de Matrix par Patrice Pouillard, je crois, puis peut-être d'autres aussi, et la symbolique, notamment dans Matrix, elle est assez incroyable. Est-ce que toi, tu peux me parler un peu de ça? Je crois que tu avais fait une vidéo dessus, mais alors, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que c'est pour le fun? Est-ce que c'est pour apporter du grain à moudre à la dramaturgie de l'histoire? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus derrière? Il y a un message caché ou quoi? Tu vois, dans Matrix, par exemple, mais tu peux choisir un autre film. Hein. Alors déjà, il faut juste différencier deux choses. Quand on parle de symboles, tu parlais que ça servait à communiquer avec les mondes subtils, etc. Il faut quand même juste dissocier les symboles graphiques et le symbolisme allégorique. Globalement, alors moi, je vais prendre une petite phrase en langue des oiseaux qui n'est pas de moi, qui est d'un ami, qui est un ancien vénérable maître qui m'a un jour dit, il m'a fait un petit coup de langue des oiseaux qui m'a beaucoup plu. Alors, ça dépend ce qu'on appelle monde subtil. Parce que monde subtil, si on parle de quelque chose qui est en dehors de nous, le symbole peut effectivement participer à communiquer avec les mondes subtils. Moi, je considère que les mondes subtils sont plutôt à l'intérieur de nous. Moi, je considère que toutes les recettes, tous les éléments sont à l'intérieur, qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Et du coup, le symbole, il sert à nous faire parler. Il sert à nous faire dire des choses et... mon ami Guy, si jamais il regarde cette émission, je lui fais un gros coucou. Guy m'a un jour dit « Une image vaut 1000 mots ». Et du coup, je l'ai regardé, je dis « Oui, tout à fait, je connais cette phrase ». Et là, elle m'a dit « Non, t'as pas bien entendu, une image vaut 1000 mots ». Et là, je me suis dit « Ah, une image vomit », du verbe vomir, le mot. Et c'est en fait lui il était spécialisé dans l'histoire du tarot et l'interprétation du tarot. Il avait un truc très 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 personnel. Et en fait, un symbole. Prenez une carte de tarot, c'est un très bon exemple. Le tarot de Marseille, on sait pas trop par qui, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment. Voilà, donc c'est un truc parfait parce qu'il y a pas de vérité sur le tarot. Si tu prends une carte de tarot, que tu la montres à quelqu'un. Et tu dis, raconte-moi ce que tu vois. Au-delà de, il y a du bleu, du rouge, et puis on voit un personnage qui tient une baguette. L'idée, c'est pas de raconter uniquement, c'est d'essayer de dire des choses, de raconter des trucs. Qu'est-ce que tu vois au niveau des formes? Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être, etc. Ça va faire parler la personne. Et le fait de la faire parler, ça va nous donner des indications sur elle. Moi, c'est comme ça, personnellement, que j'utilise le tarot. Je sors des cartes et j'en fais une interprétation symbolique. Et tu verras que quand c'est la première fois que tu le fais, t'es vachement limité et puis t'as pas grand chose à dire. Et puis quand ça fait 5 ans que tu fais ça, tu peux passer 3 quarts d'heure sur une carte à raconter tout un tas de trucs plus ou moins intéressants. Donc oui, ça sert à communiquer avec comment tu m'as dit j'ai dit avec les mondes subtils, mais avec les mondes subtils, pardon, j'ai perdu. Mais voilà, moi je considère que les mondes subtils sont à l'intérieur, donc du coup un symbole sert à nous faire sortir les choses, ça nous fait parler, ça nous force à parler, et le fait de parler, ça nous donne des indications sur nous-mêmes. Donc effectivement, ça sert à ça. Mais ça, c'est les symboles, on va dire plus, on va dire graphiques. Typiquement, je suis en train d'écrire un livre sur les symboles justement dans la pop culture, le cinéma, la musique, etc. Mais je me concentre uniquement sur les symboles graphiques. Après ça, tu as les interprétations symboliques, effectivement, de Matrix. Alors j'ai fait des vidéos sur Matrix, mais c'est pas moi qui ai fait cette interprétation. C'est un ami d'ailleurs qui a écrit, je l'ai derrière moi, je crois, qui a écrit Harry Potter et le secret des alchimistes, que j'ai aussi transformé en vidéo. C'est un ami qui sera là dans le voyage au Vietnam probablement, donc s'il y a des gens qui s'intéressent de le rencontrer. Et lui, il est spécialisé en symbolisme et il fait de l'interprétation symbolique.
de beaucoup de choses. Alors maintenant, la question de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'était mis là, est-ce que c'est de l'interprétation, j'ai envie de dire ça dépend un petit peu des cas. Des fois, ça peut être volontaire, des fois non, et des fois, c'est de l'interprétation. J'en avais parlé dans l'interprétation de, c'est quoi la série Squid Game. Squid Game, il y a un franc-maçon qui avait fait l'interprétation sur sa chaîne, et il avait interprété ça comme le parcours d'un franc-maçon au sein de la franc-maçonnerie, etc. C'était vachement bien ficelé. Il fait toute une interprétation, ça paraît logique, ça paraît cohérent, et à la fin, il dit tout ceci est faux. J'ai pris tout un tas d'éléments complètement au hasard, j'ai tout mélangé, vous y avez cru, mais tout ceci est faux. Donc j'ai repris cette interprétation, et à la fin, j'ai dit ok, tout est faux. Et alors, on s'en fout que c'est faux, parce qu'en fait, là, je viens de vous parler pendant 30 minutes de symboles, vous avez écouté, vous avez appris des trucs, vous vous êtes posé des questions, on s'en fout que ce soit faux, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que j'ai utilisé une série, j'ai utilisé un film ou j'ai utilisé un roman pour vous parler de symbolisme, pour vous parler d'autre chose. Instruire, questionner et divertir. Dans l'autre sens, divertir, instruire, questionner. Donc en réalité, je me pose plus trop la question aujourd'hui de savoir si c'est intentionnel ou pas, de savoir si c'est vraiment ça ou pas, parce qu'en fait, c'est pas ça qui compte. Je sais pas si La Souris Verte a été écrit pour être une comptine alchimique. Je sais pas si Blanche-Neige, en tout cas les contes de Grimm, les contes originaux ont été écrits pour être des contes alchimiques. Ça m'est égal. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'en faire une interprétation alchimique et de la mettre sous forme de vidéo, parce que ça va véhiculer un message spirituel alchimique et les gens vont plus facilement le comprendre si on se base sur La Souris Verte ou sur Blanche-Neige que si je leur parle des livres de Paracels qui datent du IVe siècle, parce que ça emmerde tout le monde, moi le premier. Donc en fait, je m'intéresse plus trop à la question de la véracité ou pas, de la vérité ou pas, est-ce que c'était mis là. En plus, des fois oui, des fois non. Les contes de Grimm, par exemple. Après, tu sais, il y a des ressorts scénaristiques qui existent depuis longtemps. Alors, il y a un mec je crois que c'est Joseph Campbell, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle La théorie du monomythe. Il explique comment, bon, ça a été critiqué depuis, puis j'y crois que moyennement, mais il explique comment toutes les histoires qu'on se raconte depuis l'aube de l'humanité sont en fait toutes calquées sur le même modèle. Puis t'en as beaucoup comme ça dans ces milieux-là, tu parles beaucoup de Jésus, de Mithra, de machin, qui ont tous les mêmes histoires. Et en réalité, tu as aujourd'hui, même dans le cinéma, tu as dans les histoires qu'on se raconte depuis très longtemps, tu as un petit peu des carcans qu'il est bon de remplir pour que l'histoire soit bien reçue, bien comprise par ceux qui l'entendent. Donc, est-ce que dans les contes de Grimm, tu retrouves un truc alchimique que tu retrouves aussi un peu dans Matrix, que tu retrouves aussi, je sais pas, potentiellement qu'ils utilisent un petit peu tous les mêmes ressorts de narration pour raconter des histoires et pour faire en sorte de tenir l'attention de l'auditeur, etc. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, je me pose plus trop la question, parce que ce qui compte, c'est l'interprétation qu'on peut en faire. Là, typiquement, tu me parlais de Matrix. Évidemment que Matrix est une allégorie à autre chose. Là, moi, j'avais fait donc c'était pas mon interprétation, c'était celle de Jean-Pierre Cantimbier qui a écrit le bouquin. Lui, il en faisait une interprétation maçonnique, parce que tu retrouves effectivement, notamment à un moment donné, Néo qui a le bandeau sur les yeux, comme quand tu fais le passage sous le bandeau en franc-maçonnerie, tu retrouves à la fin l'espèce d'étoile flamboyante maçonnique. Tu retrouves, lui, il avait analysé le 3e film, tu retrouves effectivement beaucoup de choses qui pourraient ressembler à de la symbolique maçonnique, et tu retrouves dans le parcours de Néo quelque chose qui pourrait ressembler au parcours d'un franc-maçon. Mais ça, c'est que le 3e film. Quand tu regardes le premier film, le premier film, c'est plus ou moins notre monde, c'est plus ou moins une allégorie de la caverne de Platon aussi, par exemple, tu vois. En fait, tu prends Matrix, tu prends la caverne de Platon, t'as sensiblement t'as le même récit. Ok, c'est-à-dire c'est des gens qui sont aveuglés puis qui ont des images devant leurs yeux, et puis un jour ils se retournent, ils quittent la caverne, et puis là ils ont la véritable lumière, etc. Donc en fait c'est sortir de la matrice, prendre la pile rouge, ou la bleue, je sais plus. Donc en fait Matrix ne fait que reprendre l'allégorie de la caverne de Platon, ni plus ni moins. Pourtant t'as 2500 ans ou 2300 ans d'écart entre ces deux récits. Donc en fait voilà, je pense qu'il y a des arcs narratifs, je pense qu'il y a des concepts qui se reprennent depuis l'aube de l'humanité pour faire passer des messages. Matrix n'est ni plus ni moins que l'allégorie de la caverne de Platon. Après, on peut derrière faire de l'interprétation par-dessus, mettre une couche d'alchimie, de maçonnerie, etc.
C'est pas forcément vrai, mais ça permettra de se servir d'un film comme support pour parler de symbolisme, pour parler de spiritualité. Et pour moi, c'est ça qui compte le plus aujourd'hui. Ouais. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi un très très bon film. Tu vois, des très bons films, il y en a. Enfin, Oui. je veux dire, c'est très bien écrit. C'est vraiment un film qui se regarde très facilement. C'est vraiment chouette. Donc voilà, tout ça mélangé fait que effectivement, ça pose Ah quelque oui, parce chose que de. c'est oui, puis en plus quand ça passe par un blockbuster, c'est toujours plus intéressant parce que c'est un peu comme Kubrick. Moi qui suis un peu cinéphile, enfin comme le cinéphile moyen, j'aime bien Kubrick. Enfin j'aime certains de ses films parce que c'est toujours un peu complexe. Mais du coup, le fait que Kubrick soit un nazi du détail, qui soit extrêmement pointilleux sur tous les détails, le fait qu'il fasse des films qui soient quand même grand public et qu'il ait éventuellement pu cacher des choses dedans, c'est le fait que ces films soient connus qui rend le truc un peu plus mystérieux. Si ça avait été un espèce de réalisateur d'arrêt d'essai, tout le monde s'en foutrait de ce qu'il aurait pu éventuellement cacher. Et c'est le fait que Matrix devienne un blockbuster gigantesque qui fait que c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de dimension comme ça un petit peu rebelle on a planqué des trucs anti-système dans un film, mais c'est le système qui va faire la promotion de ce film et qui va la rendre célèbre à travers le monde. Donc du coup, ça rajoute effectivement un peu de magie au truc. C'est vrai. Hein. Mais 25 ans après, c'est encore ce film, encore plein d'interprétations et plein de mystères. Hein. Eh ben, tu as fait la transition parfaite parce que tu parlais d'antisystème. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais on va passer au dernier sujet dont je t'ai parlé. Alors. Comme je te le disais, moi, j'ai suivi, bon, je te suis depuis longtemps, mais j'ai suivi Néo-Cosmo quand tu as sorti cette chaîne. D'ailleurs, je t'avais envoyé un message sur Instagram juste après la première ou la deuxième vidéo avec un autre compte. Alors, je sais pas si tu t'en rappelles, mais je t'avais félicité parce que j'avais trouvé que c'était vraiment chouette. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ces deux approches. Comme je te le disais, moi, c'est vraiment le fil rouge de Calreco, c'est-à-dire d'un côté le spiritualisme et de l'autre côté tout ce qui concerne le matérialisme. Et le matérialisme aussi, on peut le rapprocher de la politique, notamment avec la gauche marxiste qui est matérialiste et pour moi ça pose d'ailleurs un problème dont je te parlerai peut-être un peu plus tard. Mais déjà, oui, cette approche-là, est-ce que tu peux m'en parler? Et puis pourquoi Néo-Cosmo s'est arrêté et quel regard tu portes sur nos institutions telles qu'elles sont, telles qu'elles existent à travers le capitalisme? Bon, je vais essayer de rester poli alors. Comment ça m'est venu en fait, c'est l'idée de vulgariser, pardon, qui m'est venue parce que j'essaie, comme un tout petit citoyen moyen, de me documenter sur ce qui se passe et que j'aimerais comprendre pourquoi ma facture d'électricité elle a fait x3 en l'espace de 5 ans et du coup, j'essaie de me documenter et de comprendre les choses. Évidemment, j'ai une méfiance absolue et depuis très longtemps envers tous les médias qui peuvent se diffuser dans une télé, une radio ou sur un journal, donc je ne vais pas chercher là-bas. Je gratte un peu. Et comme Néo-Cosmo, je l'ai ouvert après Mystère, j'étais un peu un habitué de la recherche, de fouiner, de un peu croiser les infos, etc. Et en fait, il me semblait avoir compris, enfin j'ai compris des trucs, parce qu'il y a des choses qui se comprennent très bien. Typiquement, je parlais des coûts de l'électricité, c'est assez facile à comprendre. Et je me suis dit, putain, c'est fou, quand j'en parle avec des gens, les gens, ils ont pas compris, en fait, ils savent pas pourquoi alors ils invoquent tous des trucs complètement, oui, on a fermé des centrales nucléaires, T'es là, tu dis, mais non, en fait, c'est en lien avec la REM qu'ils ont ouvert en 2011, enfin, les projets de loi, etc. Et je me rendais compte que les gens ne comprenaient pas réellement la portée de certains événements d'il y a 5, 10, 15 ans. Et je me suis dit, bon, je vais faire des vidéos pour vulgariser du mieux que je peux. J'ai aucune formation là-dedans, je suis juste quelqu'un qui se documente, quelqu'un qui est passionné. Et surtout, je sais créer du contenu, donc je me suis dit, je vais vulgariser un peu le truc. Donc c'est comme ça qu'est né Néo-Cosmo. Ça s'est arrêté, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, ça s'est arrêté parce que j'ai manque de temps et puis parce qu'en fait tout ça rémunère pas, tu vois. Mystérieux aujourd'hui, là je l'ai un peu mis de côté parce que ça m'apporte pas d'argent du tout, ça m'apporte des cacahuètes et Néo-Cosmo, la chaîne, je crois que là-dessus je l'avais monétisé, je crois sur la dernière vidéo j'ai eu l'occasion de monétiser, mais je crois que j'ai pas touché un euro avec Néo-Cosmo. Mystérieux, ça me paye très peu et en fait je rentre dans un monde capitaliste où je peux évidemment pas bosser du lundi au vendredi de 8h à 19h et puis gagner 700 euros à la fin du mois, 700 euros brut qu'après il faut déclarer et payer des charges et tout. Donc à un moment donné, je peux pas tout faire, je peux pas. Puis comme j'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour déléguer du montage ou des choses comme ça, je ne peux pas gérer Mysteria plus Néo-Cosmo plus une vie à côté. Ce n'est absolument pas possible. J'aimerais beaucoup,
Mais je ne peux pas. Mais je pense que je le reprendrai un jour vraiment si voilà, faut vraiment que je trouve le temps. Mais je pense que je le reprendrai. Ouais, et donc ce regard sur le capitalisme, du coup, tu te positionnes comment politiquement? Enfin, je veux dire, tu es très critique envers le capitalisme. Tu penses que c'est la seule, je sais pas, le seul système parce qu'on n'a pas trouvé de meilleur, comme qui est un argument qu'on entend souvent. Je sais pas, tu te positionnes comment? Écoute, je sais pas. Est-ce que je sais même pas où je me positionne sur l'échiquier politique. Je pense qu'en fonction des sujets, je peux aller de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par le centre et tout ce que tu veux. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu inversé aujourd'hui pour moi. Ce qu'on appelle gauche devrait être droite et inversement, c'est un peu. Je trouve que tout est un peu noyé, un peu brouillon aujourd'hui. Et être un gauchiste aujourd'hui, ça ne correspond plus à grand chose. Moi, globalement, si je devais me positionner, si je devais avoir une vision du monde un petit peu utopique, je dirais que moi, ce que j'aimerais, tiens, regarde, on parlait d'équilibre depuis le début tout au début de cet entretien, on parlait d'équilibre, de la voie du milieu, etc. Je pense que le capitalisme, évidemment, n'est pas forcément une bonne chose, il n'est pas totalement mauvais. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un libéralisme qui déroule le capitalisme sans aucun cadre, sans aucune contrainte, sans rien du tout en face. Et moi, je pense qu'il faut un équilibre entre du pouvoir public et du pouvoir privé. Ce qui n'a plus du tout aujourd'hui. Si tu prends le libéralisme, si tu prends les travaux de Milton Friedman, par exemple, et ces mecs-là, le libéralisme, si tu le résumes assez rapidement, il y a 3 piliers, il y a 3 grands points dans le libéralisme. Le premier, c'est de mettre tous les biens et services sur des marchés financiers, donc c'est-à-dire tout privatiser. Le deuxième, c'est de faire des marchés qui sont dérégulés, c'est-à-dire qui se régulent tout seuls par l'offre et la demande. Et le troisième pilier, c'est de réduire le pouvoir des États. Aujourd'hui, on est complètement dans une société libérale ou néolibérale, peu importe, c'est un peu la même chose. On est complètement dans cette société, et j'en avais parlé dans une vidéo effectivement sur Neocosmo. Quand tu prends l'évolution du nombre d'entreprises publiques et des emplois publics qui vont avec en France depuis les années 80, c'est absolument fascinant. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois que de tête en 80, attends que je dise pas de bêtises, en 84, il devait y avoir 4200 entreprises publiques, et je crois qu'on est tombé en 2017, un truc comme ça, on est tombé à 400 ou 500 entreprises publiques. Donc en fait, on a privatisé l'intégralité de ce qui faisait la force de la France. On a privatisé des banques, Crédit Lyonnais, on a privatisé Renault, on a privatisé toute l'industrie qui appartenait à l'État. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de perdre l'équilibre. Il y avait un équilibre en France. Les gens ont peut-être oublié, mais avant, Société Générale, c'était public, Crédit Lyonnais, c'était public, Renault, c'était public, tout ça, c'était juste autoroute était public, tout ça était public, tu vois. Et en fait, à une époque, il y avait l'air, en tout cas, parce que j'ai pas connu ces époques-là, donc je les regarde avec un œil un peu moderne, il y a eu un équilibre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'équilibre. Aujourd'hui, on a déroulé complètement le rouleau compresseur du capitalisme et du libéralisme sur le monde. Aujourd'hui, l'État français n'a plus aucun pouvoir du tout. Il n'a plus d'entreprise, il n'a plus d'investissement dans les entreprises, donc il n'a plus aucun moyen, aucun levier d'action sur quelque marché que ce soit. Et en fait, c'est, je pense, l'avenir du monde, l'avenir de l'Europe. L'Europe est un projet néolibéral qui a pour but de privatiser tout ce qui est public en Europe. Donc, on va vers ça. Et moi, ma position, c'est de dire qu'il faut un équilibre. Il faut alors, c'est en fait, dans l'absolu, c'est un peu une position socialiste, mais socialiste à l'origine du terme, pas socialiste de maintenant, pas François Hollande. C'est-à-dire que tu as d'un côté le capitalisme qui cherche, lui, à s'approprier absolument tous les biens et les services, et puis qui cherche à exploiter toute la main-d'œuvre possible. Et le socialisme est censé être une limite au capitalisme. Le socialisme, lui, il fait dans le social et il protège les gens, il protège les populations du capitalisme. Le capitalisme n'a pas de pays, n'a pas d'identité, n'a pas de frontières, n'a pas de nation. Et le socialisme est censé être une limite à ce capitalisme. Et aujourd'hui, ce truc-là a complètement disparu. Donc moi, j'ai une position un peu où je me dis qu'il faudrait qu'on ait un équilibre, parce que évidemment, tu peux pas faire un État. De toute façon, l'État-providence qui possède absolument tout, ça n'a jamais vraiment existé. Et par contre, on est en train petit à petit de connaître un monde où en fait tout est privé. Je pense que dans quelques années, l'État il sera juste bon à faire des cartes d'identité et imprimer les passeports. Et puis c'est tout. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus rien de public, il n'y a plus de grandes entreprises publiques, il n'y a plus de grands investissements dans l'industrie.
Donc c'est aujourd'hui ce qu'on a fait, on a basculé très 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 violemment en direction du capitalisme et du libéralisme, et on n'a plus aucun pouvoir public, et donc en tout cas pour parler de la France, l'État, le gouvernement n'a plus aucun poids sur quoi que ce soit. Et donc en fait, voter ne sert à rien. Pardon, voilà, je le dis, c'est bon. Non mais voilà, je veux dire, c'est quoi là, on n'a plus de pouvoir, et moi c'est en tant que, je sais pas si on peut dire patriote, moi j'aime beaucoup mon pays, même si ça me torture au quotidien de voir ce qu'il est en train de devenir, mais j'aimerais en fait que, alors pas avec ce qu'on a au gouvernement depuis ces dernières années, mais j'aimerais qu'en fait la France ait des grandes entreprises, des grands investissements, qu'on retrouve nos autoroutes, etc., pour qu'il y ait un contre-pouvoir. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus de contre-pouvoir. C'est le capitalisme qui est en train de s'approprier absolument tous les biens et les services, de s'approprier toute la main-d'œuvre, et il n'y a plus de contre-pouvoir. Et ça, c'est très dangereux. Et je pense que même les gens plus capitalistes se disent que c'est comme peut-être dangereux de n'avoir aucun garde-fou et aucun contre-pouvoir, et de laisser toutes les manettes au contrôle de quelques grands groupes industriels. Ouais, c'est sûr que le projet européen et le projet capitaliste, il est super flippant parce qu'il nous emmène à plein d'endroits qui font pas envie, notamment le transhumanisme, tu vois, c'est quelque chose qui est très flippant. Et justement, moi, tu vois, alors quand on parle de gauche, de droite, je sais pas si tu connais Frédéric Lordon, qui est un penseur de gauche et qui disait être de gauche, c'est penser en dehors du cadre capitaliste. C'est sa définition de la gauche. Et je m'y reconnaissais pas mal. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il y a des choses, moi, à gauche, qui ne me vont pas du tout. Justement, j'ai fait le rapprochement avec toujours cette idée de matérialisme et de spiritualisme, c'est-à-dire qu'à gauche, je parle de l'extrême gauche, communisme, etc., il y a une croyance en la toute-puissance de la science. Alors la science, c'est très important, mais c'est un paradigme qui nous permet de concevoir notre réalité, mais ça n'est qu'un paradigme. Alors attends, ça a coupé. Non, ok, je croyais. Et justement, je trouve que ça pose problème parce que ça fait entrer dans cette vision le progressisme à tout prix, qui nous emmène vers le transhumanisme et qui est une négation absolue de l'être humain en fait. Et donc, je trouve qu'on est dans une société qui non seulement pâtit du capitalisme, mais aussi du scientisme en fait. Et je trouve que c'est très flippant. Effectivement, il y a une connexion qui est plus faite avec l'homme tel qu'il est au départ, c'est-à-dire avec la nature aussi. Moi, je l'ai vraiment perçu quand je suis allé au Pérou, où j'ai passé, je te disais, 8 jours et 8 nuits dans la nature, où tu sens vraiment que tu appartiens à cette nature et que tu en fais partie. Et je trouve que ce matérialisme-là et cette déconnexion avec une certaine réalité nous emmène vers un progressisme qui n'est pas souhaitable en fait. Et ça nous coupe de notre rapport, de notre lien avec la nature. Ça nous coupe de ce qu'on est vraiment, ça nous coupe du sacré aussi, parce que il y a une dimension sacrée. On parle de spiritualité ici ou d'ésotérisme, mais il y a quelque chose qui relie l'homme, et moi je crois à l'âme effectivement, et je pense qu'on est plus qu'un corps. Et le problème de cette gauche-là, c'est qu'elle est matérialiste et qu'elle pense que l'homme est une machine biologique qu'on peut augmenter, et ça nous emmène vers le puçage, vers le transhumanisme, vers une négation de l'humain en fait. Et alors moi le puçage, j'y crois pas une seconde en revanche. Ah ouais. Non, je pense qu'en fait, la puce, on l'a déjà. Hein. Ça fait longtemps que tu l'as dans ta poche. Oui, mais je veux dire, après, le problème, c'est qu'elle sera dans ton cerveau, tu vois. Et c'est pas la même chose. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt parce que ça leur coûterait du blé. Là, ça, c'est toi qui l'achètes, tu payes ça 900 balles. Ouais, mais Neuralink, ils sont dessus déjà. Hein. Elon Musk, c'est fait. C'est parti. Le premier greffé, là, ça fait 6 mois qu'il y est. Et si tu veux, au-delà de ça, je pense vraiment que ça, c'est vraiment c'est une vision. Et c'est en route. Et parce que ton iPhone, tu peux le laisser chez toi. Par contre, t'es pucé, tu vas pouvoir te balader en ville, biper avec une annonce publicitaire qu'on va te présenter sur un panneau parce que t'auras pensé à tel truc avant. Ouais. Tu vois. Enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment l'homme connecté. C'est vraiment une vision et ils veulent aller vers ça. Certes, ton iPhone, tu peux laisser chez toi, mais ils font quand même en sorte de tout mettre en œuvre pour pas que tu le laisses chez toi. Oui. On va pas se mentir et ça. Non, après, en fait, c'est de l'eugénisme. Là, j'espère qu'elle écoutera pas l'émission, mais j'ai une amie là qui vient
qui habite, putain, j'espère vraiment qu'elle va pas regarder ça. Elle habite à San Francisco. Elle est lesbienne et elle vient tout juste d'accoucher d'un enfant avec sa femme. Elle s'est évidemment fait inséminer et elles ont pu choisir le sexe de l'enfant. Je savais même pas que c'était possible ce truc-là. Donc elles sont évidemment lesbiennes, extrêmement LGBT, très engagées, etc. Elles ont choisi d'avoir une fille, évidemment. Et en fait, je me dis, putain, on peut choisir le sexe de l'enfant. Et curieusement, sa femme est d'origine asiatique et l'enfant aussi. Donc je pense qu'ils ont aussi choisi un donneur qui avait les mêmes traits. Et j'ai en fait, c'est de l'eugénisme complet. On s'en fout de ce que la nature fait. On s'en fout que Dieu puisse pas avoir d'enfants. On s'en fout que machin. On en a rien à foutre. On fait ça en laboratoire. On fait des bébés éprouvettes. Ils font des petites, les mecs qui cultivent des trucs, etc. Vous avez choisi une fille, pas de souci. Encore là, je pense qu'aujourd'hui, techniquement, tu pourrais choisir une fille qui est blonde avec des yeux verts et puis et qui a des grands pieds et puis un troisième bras. Tu vois, on pourrait te faire ça en laboratoire. Je pense que ça poserait pas trop de problèmes. Je trouve ça un peu flippant et effectivement, à partir du moment où tu as coupé tout lien avec la spiritualité, avec le sacré, avec la religion, bah voilà, que ce qui t'en empêche pour eux, c'est normal. C'est le progrès, au contraire. C'est la science, c'est le progrès, c'est l'évolution technologique qui nous emmène vers ça. Donc je comprends qu'à partir du moment où tu n'as plus de notion de sacré, tu n'as plus de notion de ce que c'est qu'un être, de tout ce que ça embarque, parce que c'est extrêmement égoïste aussi quand tu es couple lesbienne et puis que tu te fais faire sur mesure une petite fille, etc. À aucun moment tu te poses la question de elle, comment la petite fille, est-ce qu'elle va être contente ou pas, est-ce que tu vois, enfin c'est. Donc voilà, à partir du moment où tu te coupes du sacré, qu'il soit spirituel, qu'il soit religieux, qu'il soit ésotérique, qu'il soit tout ce qu'on veut, peu importe, ça reste la même chose. Effectivement, quand tu te coupes de ça, le matérialisme, tout ça n'a plus vraiment de sens, il y a plus d'émotion, tu peux faire des gamins sur mesure. Et il y en a un qui en parle de ça, là, comment il s'appelle, Alexandre Ouais, Laurent Alexandre. Ouais. Laurent Alexandre. Mmh. Ah la vache! Rien que son nom, j'ai envie de ça, j'ai envie de vomir quand j'entends son nom. Laurent Alexandre, il fait flipper, ouais. C'est un enfer, tu vois. Et lui, il explique dans une interview, il explique que on pourrait déjà le faire, mais que ça va arriver dans les prochaines décennies, qu'on va pouvoir faire un peu des humains augmentés, mais biologiquement, hein, pas avec des puces, des trucs comme ça. Il explique qu'avec de la sélection, etc., tu peux faire des humains qui vont comprendre plus vite, vont être un peu plus forts, courir plus vite, etc. Et il dit en fait, il y a des gens qui voudront de ça, parce qu'il y aura toujours des gens matérialistes qui seront les premiers à acheter des Apple Vision Pro, qui seront les premiers à avoir l'iPhone 22, qui seront les premiers à vouloir des gamins sur mesure qui vont être plus intelligents, plus forts et plus beaux. Et il dit, il y a des gens qui en voudront pas, et après, tu auras une société à deux vitesses, où tu auras d'un côté des gens un petit peu évolués. Mais c'est dystopique. C'est dystopique, mais surtout, Laurent Alexandre, il a une vision particulière, c'est-à-dire que lui, c'est normal, c'est un matérialiste, et il considère que, par exemple, l'intelligence est l'intelligence intellectuelle, mathématique, c'est-à-dire que tes capacités cognitives, en fait. Ouais. Sauf que l'intelligence, c'est bien plus que ça. L'intelligence, elle dépasse tout ça. Et dans l'intelligence, il y a l'intuition, il y a plein de sortes d'intelligence. Et le problème est que ce gars dit, en fait, les élites intellectuelles vont pouvoir s'augmenter et effectivement, ils vont avoir des capacités cognitives supérieures à tout le monde. Et là, il y aura une société à deux vitesses. Sauf qu'il ne prend pas du tout en compte la possibilité, même juste la possibilité que l'humain soit plus qu'un corps. Et pour moi, c'est ça la question, en fait. C'est que, à partir du moment où tu te dis que tu peux augmenter l'être humain et que tu peux lui mettre une puce dans le cerveau, on a déjà quelque part ces capacités. Je veux dire, il y a des gens qui font des voyages astraux, il y a des gens qui sont des médiums. Alors, il y a sûrement des charlatans, mais il y a des gens qui. Tu me parlais de ton ami tout à l'heure qui avait qui ressentait les choses au point de pouvoir te dire des choses sur toi sans les connaître. Évidemment qu'il y a des choses à développer de ce côté, et qu'il y a bien plus sûr que le corps. Et donc, du coup, il va y avoir à un moment donné une espèce d'antagonisme entre cette vision transhumanisme et l'homme augmenté et l'essence de l'être humain que nous sommes, en fait. Mais en fait, ce truc-là, cet antagonisme, il est déjà présent. Il est déjà présent il est peut-être plus léger, mais moi qui traîne un petit peu, tu vois, je regarde un petit peu ce qui se fait dans le monde de l'esprit critique, dans le spirituel, etc. Aujourd'hui, la science dans l'esprit de beaucoup de gens est quand même quelque chose d'assez dominant comme idéologie. T'as qu'à regarder le nombre d'articles qui commencent par d'après une étude scientifique, machin. Alors qu'en fait personne ne l'a dit cette étude et puis personne n'est capable d'en comprendre l'essence. Donc en fait l'idéologie scientifique et matérialiste, je trouve, a déjà pris le pas sur une grosse majorité de la population. Et en fait les gens opposent beaucoup, ce qui est peut-être une erreur, d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'un long débat, ils opposent beaucoup science et croyance.
Comme si c'était pas compatible et comme si c'était deux choses qui pouvaient pas cohabiter, qu'elle est frictionner à un moment donné, ce qui n'est pas vrai selon moi. Donc en fait, effectivement, maintenant que la science a pris un peu le pas, et puis que la science amène de la technologie qui amène du confort, parce que c'est un gros problème aussi de notre société, c'est qu'on est dans une société qui est beaucoup trop confortable. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, qu'il y a des gens, ils se demandent s'ils sont des renards, des flaques de couleur ou des trucs comme ça. C'est parce qu'en fait, ta vie, elle est beaucoup trop confortable, tu vois. Les gens qui n'ont pas à bouffer pour ce soir, ils n'ont pas le temps de se demander si c'est des renards ou des hommes ou des femmes ou des non-binaires, en fait. Donc en fait, on est dans une société trop confortable, trop matérialiste. Et le problème, c'est que dans tous ces milieux un peu scientifiques, esprit critique, on s'interdit, la science interdit d'avoir de la croyance. Ça, c'est un autre problème. C'est pareil, ça pourrait faire aussi l'objet d'un très long débat, éventuellement avec un scientifique, ce serait intéressant. C'est que autant moi qui suis dans les trucs ésotériques, etc., j'ai aucun problème à aller voir de l'esprit critique et à me documenter sur les sciences. Mais de l'autre côté, ça n'existe pas. Un scientifique, zététicien, matérialiste, tout ce que tu veux, s'interdit littéralement d'avoir des croyances. Donc en fait, c'est effectivement, la voie, elle se dessine. Moi, à mon avis, elle est déjà là depuis quelques années. Je parle d'un point de vue plus idéologique, c'est-à-dire que ça fait déjà pas mal de décennies où tu as de la zététique, où tu as du matérialisme, où tu as de l'esprit critique, de la science, qui s'interdit littéralement d'avoir la moindre croyance en quoi que ce soit. Et en fait, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est juste, on continue le chemin. Et puis, ça, je pense que ça va aller de plus en plus loin et potentiellement de plus en plus vite. Et à un moment donné, effectivement, le moindre début de croyance, tu seras un peu pris pour un con si tu dis que tu crois un petit peu que, je sais pas, on s'échange un petit peu de l'énergie entre toi et moi, puis que si là je suis pas à l'aise parce qu'on on vibre pas pareil, et puis que rien que de le fait de dire que tu crois ça, on va dire mais c'est quoi tes sources, et puis qu'il y a pas d'études scientifiques qui parlent de ça, tu vois. Ouais. Il y a un truc. Mais non, mais c'est sûr que moi la zététique, je suis un peu sur Twitter et j'ai toujours un peu de mal avec. C'est pas tant. Je trouve que c'est important d'avoir de l'esprit critique. D'ailleurs, j'ai interviewé un zététicien, Monsieur Sam. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, je vois que c'est mais super. Ouais. Mais vraiment super parce que du coup, chez lui, c'est pour ça que je lui ai proposé à lui parce qu'il y a vraiment une ouverture, tu vois. Il essaye de comprendre et c'était vraiment sympathique cet échange. Mais à Sermendax et compagnie, j'ai vraiment du mal parce que c'est une croyance aussi de ne croire que, je veux dire, ils partent du principe matérialiste qui dit que la matière produit de la conscience. Mais ça, c'est un postulat de départ scientifique, mais jamais on a prouvé que de la matière produisait de la conscience. Et le postulat post-matérialiste qui propose l'inverse, c'est-à-dire que de la conscience émerge de la matière ou que la matière est une sorte de conscience qui vibre à des fréquences plus basses. Effectivement, ça n'est pas prouvé scientifiquement, mais c'est refusé en bloc par la science. Et cette chose-là, effectivement, elle nous mène à ce monde matérialiste de plus en plus scientiste, comme tu disais. Mais je trouve aussi qu'il y a deux voies. Parce que moi, dans les interviews que j'ai faites, je le vois beaucoup. C'est-à-dire que effectivement, il y a la voie technologique, technologisation de la société, transhumanisme, etc. Et puis une voie où les gens ont besoin de sacré, d'authenticité, de transcendance, de se relier à la nature. Et on a les deux. En fait, on a les deux. Et j'ai l'impression que l'humanité se sépare en deux en ce moment, qu'il y a deux voies possibles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la spiritualité, à l'ésotérisme, à tout ça. Tu dois t'en rendre compte aussi. Donc, je sais pas où ça va. C'est vrai ce que tu dis. Alors, j'ai l'impression d'avoir observé une période là qui est très récente où j'ai l'impression que les gens, pour pas dire tout le monde, ou j'en sais rien, mais le monde s'est scindé en deux et tout le monde part dans deux extrêmes. Et cette période, c'était le Covid. Tout à fait. J'ai l'impression qu'avant ça, alors peut-être que mon cerveau a été bousculé par cette période de merde, mais avant ça, j'ai l'impression que je sais pas, tu pouvais parler avec les gens sans que tu aies besoin de te positionner, d'avoir d'avis sur tout, et puis sans être jugé à chaque phrase. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est pas si longtemps. J'ai l'impression qu'en 2019, il y avait un peu plus de légèreté. Et j'ai l'impression qu'en 2020, il fallait être pro-Covid ou anti-Covid. Il fallait être pro-vaccin ou anti-vaccin. Il n'y avait pas d'alternative. Et aujourd'hui, quand tu regardes des discours, on parlait du progressisme. T'écoutes un discours féministe, t'écoutes Noémie Delattre, je sais pas quoi là. C'est ça. Aujourd'hui, c'est soit t'es féministe, soit t'es misogyne. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit t'es raciste, soit t'es anti-raciste. La nuance n'est pas permise, n'est pas tolérée, tu vois. Donc en fait, effectivement, t'as le monde qui se scinde en deux, mais au lieu de se scinder en deux, ça part même dans les extrêmes, je trouve. C'est-à-dire que t'as à la fois donc l'esprit critique, c'est très bien. Il faut de l'esprit critique. Moi, j'encourage les gens à avoir de l'esprit critique. Il faut y aller, évidemment.
Mais du coup, maintenant, la zététique, elle part dans des niveaux qui s'interdit la moindre croyance, et de l'autre côté, t'as du New Age qui est arrivé. Et t'as un paquet de conneries, de trucs qui se vendent sur Internet, des arnaques. T'as un paquet Enfin, je vois des gens utiliser un peu l'alchimie, un peu des trucs de quantique. Tiens, regarde le mot à la mode quantique là dans les milieux spirituels. Ah, j'en peux plus des gens qui me proposent des nettoyages quantiques. Je dis ça veut rien dire. Je sais que pour toi, ça a l'air de vouloir dire un truc, mais ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il y a un espèce de mot qui a l'air compliqué. Donc en fait, j'ai l'impression que voilà, ça s'est scindé en deux, comme tu dis. Et en plus, ça part tout de suite dans les extrêmes. C'est soit les gens qui sont déconnectés et puis qui te font des nettoyages quantiques à base de jus de carotte. Et puis de l'autre côté, des asserments d'axe, effectivement, qui en plus, je sais pas pourquoi, le progressisme et l'idéologie woke a envahi maintenant une partie de la sphère zététique. Je sais pas ce que ça fout là-dedans, mais un serment d'axe qui fait des posts à rallonge et des vidéos pour expliquer que ça veut rien dire d'être un homme et que, enfin, putain, je parle dans des trucs. Donc ouais, effectivement, on tire vers le matérialisme, ça manque de sacré, ça manque de spiritualité. Mais je pense que je suis pas catholique pour un sou, hein, vraiment, c'est pas mon truc. J'aime beaucoup la culture chrétienne, même si je suis très très critique à l'égard de tout ça, mais je pense que depuis 1905, depuis qu'il y a eu séparation, même avant, parce que spirituellement avant ça avait déjà dégénéré, je pense qu'avec le temps, avec ce capitalisme ultra violent qui s'est mis en place après la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'effectivement on a fait dégager toute forme de religion, toute forme de spiritualité, toute forme de philosophie de la société. On est devenu ultra matérialiste, et là je pense qu'on ne fait que y aller. Et en réponse à ce matérialisme exacerbé qui est arrivé, t'as eu le New Age en fait, hein. T'as eu des gens qui un lundi matin ils se lèvent, ils sont médiums, ils ont des dons de voyance, et puis ils te touchent, et ils ont déjà, alors qu'en fait c'est tout du bullshit, et puis ils ont juste vu passer 3 posts sur Facebook, ils sont payés une formation à 3000 €. Et donc en fait voilà, en réaction à l'ultra-matérialisme, il y a de l'ultra-bullshit spirituel. Et comme d'habitude, je pense que la solution est dans l'équilibre et dans la voie du milieu. Un peu d'esprit critique avec un petit peu de spiritualité, vous mélangez tout ça et je pense que ça va très très bien se passer. Ouais. Mais je pense qu'il faut pas se laisser happer, soit par sa raison, soit par son émotion et son envie de croire. Il faut essayer un petit peu de trouver l'équilibre entre les deux. C'est en tout cas ma vision du truc. Ouais, tout à fait. Mais je pense que oui, effectivement, le matérialisme arrive même avant. Il arrive avec les Lumières, hein, et le rejet de la religion. Et on a rejeté la religion, mais on a jeté le bébé avec l'eau du bain parce que on a rejeté toute forme de spiritualité en même temps. Et que ça, c'est problématique. Mais oui, alors après, curieusement, t'as les Lumières, mais juste derrière, t'as l'âge d'or de l'occultisme, tu vois. Avec Papus, avec Eliphas Lévy, c'est une réponse peut-être, avec Stanislas de Guetta, etc. Je veux dire, c'est un âge, mais c'était incroyable ce qui se passe à l'époque. Toutes les revues qu'il y avait sur l'ésotérisme et l'occultisme, c'est à l'époque de l'égyptomanie où on commence à parler justement de théories un peu farfelues autour de l'Égypte. Enfin, c'est en même temps qu'on a lâché la religion, c'est là où du coup, alors, je sais pas si c'était une réponse ou pas, parce que j'ai pas assez étudié le moment des Lumières et tout, je sais pas en termes de datation ce que ça donne, mais effectivement, à partir du moment où on a commencé à laisser la religion, c'est là où on a commencé à voir émerger l'âge d'or de l'occultisme, qui s'est assez rapidement éteint parce que il y a eu des guerres et puis on n'avait plus trop le temps de se poser des questions si on était incarné ou pas parce qu'il fallait aller se défendre. Mais ouais, effectivement, je pense que c'est un problème d'avoir laissé comme ça, effectivement, comme tu dis, jeter le bébé avec l'eau du bain, de plus avoir aucune forme de spiritualité. J'en parle des fois dans les vidéos, je trouve ça triste qu'à l'école, ce soit même pas évoqué, en fait. Enfin, voilà, vraiment que ça ait changé depuis que je suis pas si vieux que ça, mais je veux dire, moi, à l'école, mais le mot spirituel, le mot religion n'a pas été évoqué. Enfin, c'était même pas une question. T'as même pas une année, on te parle pas, je sais pas, du bouddhisme, ou on te parle d'une croyance. Alors, tu fais un peu de mythologie grecque, un peu de mythologie, voilà, mais c'est très succinct, puis c'est pas vraiment de la spiritualité au sens moderne du terme. Donc en fait, on s'en fout. Le bien-être des gens, la spiritualité des gens, savoir s'ils sont en harmonie avec ce qu'ils sont, avec leur milieu, etc. Tout ça, on s'en fout complètement. Et j'ai cette désagréable sensation que ça s'accélère et que ça s'amplifie. Tu vois, depuis le Covid, là, j'ai senti un coup d'accélération. Oui, non, mais c'est sûr que le Covid et surtout ce qu'on a vu dans le Covid, on va bientôt peut-être s'arrêter, mais ce qu'on a vu dans le Covid, c'est, je trouve, très symptomatique
de cette opposition matérialisme-spiritualisme, c'est-à-dire que d'un côté, tu avais les anti-vax, de l'autre côté, tu avais les vax, les pro-vax, donc les pro-vax tout à fait scientifiques, et les anti-vax tout à fait dans l'extrême inverse aussi, et une espèce d'incompréhension entre ces deux camps qui continue, hein, et je peux le comprendre. Hein. Enfin, moi, par exemple, je suis pas vacciné, c'est quelque chose que j'ai trouvé très violent, le pass sanitaire notamment. Évidemment. Et j'ai été, ça a été un moment effectivement de cassure dans la société et effectivement ça a marqué un début, un changement qui, comme tu dis, est pas, à mon avis, pas près de, je sais pas, ces deux franges ces deux façons de penser sont pas près de se rapprocher, je trouve. Non, c'est ça. Et puis le problème, c'est que l'équilibre est de plus en plus dur à trouver. C'est que, tu vois, typiquement, tu prends l'exemple du Covid. Alors évidemment, tu as toute la branche pro-vax, machin, il faut rester enfermé, surtout mettez votre masque, etc., qui était scientifique, Sermondax et compagnie, hein, tu vois, comme tu dis. C'était un camp que je trouvais déjà, moi, parfaitement détestable. Et en fait, de l'autre côté, tout aussi détestable, c'est les gens qui partaient trop loin. C'est genre, ouais, mais ils ont mis des nanoparticules dans les vaccins pour contrôler l'esprit des gens. Je sais pas quoi. Tu fais, non, bah non. En fait, là, t'es en train de décrédibiliser la cause, donc arrête de parler. Par contre, au milieu, tu vois, il y a un mec, je sais pas, un mec comme Pierre Chaillot, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Décoder l'écho. Le mec est statisticien. Alors, après coup, le mec, il fait des analyses statistiques. Bon, alors, évidemment, moi, j'aime bien parce que ça penche un petit peu du côté de ce que moi je pense à la base. Il y a peut-être un biais de confirmation, j'en sais rien. Mais en tout cas, le mec, il s'emmerde pas avec des histoires de nanoparticules et puis il faut mettre votre masque sinon on va tous mourir. Il fait de l'analyse statistique. Ça me semble être quelqu'un qui est plus dans le juste milieu et qui s'embête pas avec les croyances d'un côté ou de l'autre et puis qui prend des stats. Il dit voilà, en tant que statisticien, voilà ce qu'on voit et voilà ce qu'on peut observer et voilà ce qu'on peut en conclure. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la voie du milieu, elle est de plus en plus dure à trouver, quoi. J'ai l'impression que tout se divise effectivement en extrême d'un côté, extrême de l'autre, et que il faut être pro ou anti, il faut être pro-israélien ou pro-palestinien. On dirait qu'on n'a plus le droit de s'en foutre, on dirait qu'on n'a plus le droit d'être un peu dans les deux, genre mais ils ont un petit peu tous les deux tort, où il y a des, tu vois, non, t'es obligé d'être pro ou anti maintenant, t'es obligé d'être à droite ou à gauche, t'es obligé de. Et ça, c'est, je trouve, que c'est très très violent et on s'en rend pas compte. Mais même moi, des fois, je me fais avoir, où je me retrouve à discuter de trucs avec des gens, puis au final, je dis mais qu'est-ce que je m'en fous en fait. C'est pas des sujets qui me concernent. Pourquoi est-ce que je suis en train de prendre une position que j'essaie de défendre? En fait, faut que j'arrête. Je m'en fous, tu vois. Genre la guerre Israël, machin. C'est pas mon problème. Je m'en fous. J'ai pas à me positionner pour les uns ou pour les autres. J'ai pas à choisir la droite ou la gauche. Laissez-moi tranquille. En fait, laissez-moi ne pas avoir d'avis et puis laissez-moi regarder un peu ce qui se dit à droite et à gauche. Et puis choisir un petit peu des deux et puis faire mon petit truc à moi. Et ça, il y a plus. Aujourd'hui, on force les gens à être d'un côté ou d'un autre, et la voie du milieu que j'essaie un petit peu de défendre sur ma chaîne, malheureusement, elle a pas un bel avenir parce que c'est pas trop la tendance du moment, quoi. Ouais, elle a pas un bel avenir un bel avenir proche, mais on y reviendra certainement parce que là, on entre dans une période de crise, clairement, et je sais pas quand on va en sortir, mais on en sortira certainement par la voie du milieu, enfin, j'imagine. J'ai pas l'impression. Je suis beaucoup trop défaitiste et ouais. Je suis pas collapsologue. Je vais pas dire qu'on va tous mourir demain matin, mais je suis plutôt défaitiste parce que de toute façon maintenant que les gouvernements n'ont plus de pouvoir et que les religions n'ont plus de pouvoir, le problème c'est qu'aujourd'hui le pouvoir il est dans les mains de très 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 grands groupes industriels. Qui possèdent de la tech, qui possèdent des médias, qui possèdent les finances, et que du coup, c'est eux qui vont faire un petit peu la pluie et le beau temps dans les décennies à venir. Peut-être qu'un jour, on va sortir les fourches et on va foutre le feu à tout ce bordel, mais en attendant, le problème, c'est que le pouvoir est dans les mains des gens qui n'ont pas trop intérêt à ce qu'on soit dans le milieu, et puis qu'on soit dans la réflexion et qu'on soit posé, etc. Ils n'ont pas trop intérêt à ça. Non, mais quand je disais on va sortir de la crise par la voie du milieu, je disais pas tout de suite. C'est-à-dire que pour moi, il va y avoir l'effondrement avant, tu vois. Ça oui, d'accord. Là, comme ça, et je sais pas quel pourcentage de la population effectivement s'en sortira, mais je pense qu'il y aura il y a une résilience possible de l'humanité. Mais alors à quel prix, je ne sais pas. Et effectivement, les gens qui ont le pouvoir vont s'en servir, et ce qui va être compliqué, c'est même une révolution, ça va être compliqué parce ils ont la technologie, ils ont les drones, ils ont la reconnaissance faciale, ils auront bientôt le puçage, ils ont les passes, et que ils ont jamais eu autant les moyens d'autonomiser leur pouvoir en fait, hein. Et que là la révolution ça va être compliqué, donc il va falloir se dépêcher. Oui. Et puis j'ai envie de te dire que même avant les moyens techniques à mettre en œuvre pour contrôler une révolution,
Aujourd'hui, on est sur un niveau de propagande qui est extrêmement fin, extrêmement contrôlé, extrêmement subtil. Et je pense que avant même de faire une révolution, il va falloir déjà commencer à désintoxiquer pas mal de monde. Donc ouais, je pense que même moi, la révolution à une époque, je suis le premier. Hein, si demain ça brûle, je suis en tête. Hein, j'étais pour les manifs, je me faisais gazer, y a pas de souci. Mais en vrai, je pense que même une révolution, même ça, je suis défaitiste et même ça, j'y crois plus trop, parce que je me dis que le niveau de propagande, il est quand même très subtil, et il est quand même difficile à démêler, et que c'est quand même très 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 bien incrusté dans les têtes de beaucoup de gens. Et de une, t'as ça, et puis si derrière tu te retrouves quand même avec des millions de personnes dans les rues, effectivement, la technologie a une tendance à mater un petit peu tout ça, quoi. Clairement. Bon. Voilà, petite note super positive pour finir cette émission. Belle conclusion. Voilà. Ah la vache. On peut pas reparler, on fait 30 secondes sur la spiritualité, là, ça me fait ça. J'ai pas envie de finir là-dessus, putain. Non, mais par contre, tu peux finir sur ce que tu veux, si t'as un mot de la fin Non, la voie du milieu, faites. Moi, à l'époque, je me plongeais dans la spiritualité sans trop de m'occuper de ce qui se passait dans la politique, dans les phénomènes sociaux, etc. Je pense que c'est la spiritualité d'une petite bulle intemporelle. Il faut s'y sentir bien, donc il faut choisir la voie qui nous convient, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'alchimie, l'hermétisme, la franc-maçonnerie, si vous voulez, allez-y. Enfin, trouvez une voie dans laquelle vous vous sentez bien et ne vous laissez pas polluer par tout ce qui vient de l'extérieur. C'est le seul petit conseil que je pourrais vous donner. Eh ben c'est cool, merci beaucoup pour cette interview, Tony. Merci, c'était chouette. Et puis eh ben c'est la première en fait, hein. C'est la première en visio. On n'a jamais fait ça, même d'ailleurs avec les caméras. On fait que du podcast. J'ai fait que du podcast jusqu'à maintenant, à part un petit clip musical. Donc écoute, merci beaucoup d'avoir inauguré tout ça. Génial, j'aurais pu prendre soin de ma coupe de cheveux pour une première en vidéo, mais bon, tant pis, on fera avec. Bon, super. Eh ben merci à toi. Eh bien, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ce format un peu différent de nos habitudes vous aura plu. Prochain épisode dans un petit mois. Car oui, effectivement, j'ai dû ralentir un peu la cadence car j'essaie de me concentrer sur l'écriture de la fiction de Cal Réco, sur la musique aussi. Ça me prend beaucoup de temps. Et puis, évidemment, je ne fais pas que ça. Je fais aussi de la musique à côté. Donc, il est difficile de tout faire, mais ça va, on gère. Donc voilà, rejoignez-nous sur Patreon si cela vous intéresse. Je poste à peu près tous les 10 jours du contenu exclusif qui concerne la fiction, mais aussi des bonus, notamment la suite des entretiens que nous faisons ici quand ils sont longs. Et puis je vous propose aussi de nous rejoindre sur les réseaux Insta, TikTok, Twitter, etc. Bref, vous connaissez la musique. On se retrouve donc bientôt, et d'ici là, eh bien respire, reste conscient et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.